It's almost enough to make you feel patriotic. So here's one for our ass-kicking Prime Minister. I think he'll enjoy this. A golden oldie for a golden oldie. Oh, me. I'll give you all that you need. Wrap your love around me. You're so exciting, I can feel you getting hotter. Oh, baby, I'll take you down. I'll take you down. Where no one's ever gone before. And if you want more, if you want more, 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 then jump. For my love, jump in and feel my touch. Jump if you wanna take my kisses in the night. Jump for my love. I'll take you down. I'll take you down. Where no one's ever gone. Yeah. Mary, I've been thinking. Can we move the Japanese ambassador to 4 o'clock tomorrow? Certainly, sir. Terrific. Thanks so much. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, cours de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? La mère suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir et bienvenue dans votre émission 100% cinéma sur Radio Campus Montpellier, The Cinema Show. On a commencé l'émission avec une séquence absolument iconique du cinéma britannique, même du cinéma tout court d'ailleurs. Mais avant d'en parler, je tenais quand même à saluer l'équipe qui va m'accompagner ce soir. Bonsoir Florent, Justine, Marie et Nino. Comment vous allez ce soir ? Bonsoir, ça va très bien. Marie, elle est perdue. Bah, toujours pas de micro, quoi, donc c'est vrai que c'est toujours jamais facile. On n'oublie pas de saluer bien sûr Simon, Adriano et Yanis qui sont à la technique ce soir. Bonsoir. Et oui, Simon aura aussi sa petite caméra, il est tout fier. Mais donc, pourquoi avoir choisi cette scène de Love Actually ? Bien évidemment parce que c'est déjà un super film de base, mais aussi parce qu'on y retrouve le si drôle et attachant Hugh Grant, qui est à l'affiche de Donjons et Dragons en ce moment. Est-ce que c'est un acteur que vous aimez bien autour de la table ? Oui, ça va. On parlera peut-être plus tard des films dans lesquels il a joué, genre cette année, qui sont sortis cette année. Enfin, un en particulier sorti la semaine dernière. Mais sinon, oui, c'est globalement cœur sur Hugh Grant. Pour moi, c'est un acteur iconique. Il est adorable, moi, je trouve. Il a participé à certains de mes films préférés. Enfin, pour moi, c'est les comédies romantiques par excellence, c'est Hugh Grant. Enfin, après, apparemment, il est pas si sympathique que ça, ouais. Mais quand même, pour moi, il est iconique. Petite anecdote, peut-être que ce sera dans les news, je sais pas, mais il va jouer un Oompa Loompa dans Willy Wonka. Mais voilà, ouais, ça c'est très mignon. Je l'ai appris hier et ça m'a ravie. Désolée Nino si je spoil, mais bon, ça va. Mais donc, il est là aussi ce soir, bien évidemment, puisqu'il joue dans Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs de Jonathan Goldstein et John Francis Daley, qui fera d'ailleurs partie de nos débats ce soir, avec bien évidemment Suzume de Makoto Shinkai, Blue Jean de Georgia Oakley et le documentaire sur la Damande de Nicolas Philibert. On va ensuite enchaîner avec le top de la semaine qui sera accompagné d'un petit débat, une petite carte blanche sur le doublage dans le cinéma d'animation, surtout en France. Voilà, et puis on terminera bien évidemment avec le quiz traditionnel de Marie. Mais on va commencer sans plus attendre avec les actualités de la semaine qu'a recueilli Nino. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. On t'écoute pour les projets à venir avec le Mercato.
Oui, deux très grosses franchises à l'ordre de ce mercato, à savoir Star Wars et Harry Potter. Débutons par ce dernier. Harry Potter verra ses aventures adaptées une seconde fois, cette fois en série, qui suivra plus scrupuleusement l'intrigue des 7 livres, puisque le projet est prévu tout de même sur 10 ans. On ne sait pas encore qui succédera à Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, ni si le boycott sera plus effectif que Hogwarts Legacy. Passons à Star Wars, c'est un gros morceau puisqu'on a eu beaucoup d'annonces quant au futur de la saga. D'abord sur le petit écran, à savoir Young Jedi Adventures, un cartoon avec des apprentis Jedi dès le mois prochain. Skeleton Crew, sorte de Goonies galactique avec Jude Law pour la fin de l'année. En août prochain, une série centrée sur Ahsoka, ex-padawan d'Anakin, puis pour l'an prochain, The Acolyte, qui explorera un siècle avant l'épisode le côté obscur de la Force, avec Lee Juk-jae, la star de Squid Game. Mais surtout, on en sait plus sur le retour de la saga au cinéma. Le prochain film devrait sortir le 19 décembre 2025, et on suivra de nouveau Rey 15 ans après les événements de l'ascension de Skywalker. Dans le film suivant, James Mangold, réalisateur d'Indiana Jones 5, racontera les origines de la Force. Et pour finir, Taika Waititi réalisera un film Star Wars sans qu'on ait plus d'infos pour l'instant. Dernier mercato plus léger, Aziz Ansari, acteur de Parks and Recreation et créateur de Master of None, va sortir son premier film Good Fortune aux côtés de Keanu Reeves et Seth Rogen. On n'en sait pas plus sur l'histoire, mis à part que ce sera une comédie. Qu'est-ce qui vous emballe le plus parmi tous ces projets ? Ouais. En vrai, Star Wars, moi j'accroche juste au film. Après, tout ce qui est autour, je sais qu'il y a 1000 univers différents, mais j'ai pas la foi de me lancer dans l'aventure. Donc je dirais le film Star Wars, parce que Rey, moi j'avais quand même bien aimé son personnage, l'actrice en soi. Mais là, c'est quand même trop, quoi. Enfin, là, vous entendez que dans la liste que t'as dite, c'est genre... Mais là, en fait, moi, je pense à presque un mauvais coup de... En fait, les gens vont se lasser. Plus tu fais... Il y a une logique industrielle, mais moi, je trouve qu'il va tuer complètement la franchise, quoi. Et encore, c'était beaucoup trop long. J'ai enlevé tout à l'heure les 10 séries qui sont déjà en cours et qui vont être renouvelées. C'est drôle, parce qu'en plus, pour Marvel, ils avaient justement dit « Ok, on a entendu vos reproches et on va ralentir. » Et là, Star Wars, par contre, ils font ça. Quoi. C'est drôle qu'ils aient des stratégies aussi différentes du coup pour les deux sagas. Non mais ils apprennent pas de leurs erreurs, concrètement, je comprends pas. Simon, tu veux rajouter un petit mot là-dessus ? Ouais, bah c'est surtout que Star Wars, il n'y avait pas eu de film depuis très longtemps, et je pense que c'est pour ça que longtemps à l'échelle de ce qu'on dit longtemps maintenant, hein, donc c'est-à-dire 4-5 ans, hein. Et je pense que c'est aussi pour ça que là ils ont tout annoncé d'un coup, et ils ont annoncé beaucoup de projets, chose qu'ils avaient déjà fait il y a quelques années avec le film par exemple avec Patty Jenkins qu'elle devait réaliser et qui s'est pas fait au final. Donc là je suis sûr que dans la plupart des projets il y aura encore des trucs qui seront annulés après. Possible. Marie, tu veux ajouter un petit mot sur Harry Potter ou Keanu Reeves juste. Ok. Très bien. Comme dit dans la dernière mission, Cannes a annoncé sa sélection. Et oui, le festival dévoile tout d'abord son affiche qui présente Catherine Deneuve, mais également ses sélections, une nouvelle ravissante pour celles et ceux qui auront la chance d'aller à Cannes le mois prochain. On peut citer pêle-mêle les films de Justine Triet, Koreeda, Ken Loach, Wim Wenders, Kim Ji-won, Sam Levinson, Robert Rodriguez ou encore Takeshi Kitano, un superbe programme. Quel film vous hâte le plus d'être à Cannes ou au contraire vous font regretter de ne pas y être rapidement ? Voilà, c'est catastrophique, hein, l'annonce. Enfin, il y a que des gros noms, ce qui du coup remet en cause le fait que le Festival de Cannes soit aussi une vitrine sur les jeunes cinéastes. Du coup, voilà, ça n'a pas trop de sens. Puis il y a quand même des noms un petit peu problématiques. On a du Sam Levinson, on a aussi du Catherine Corsini qui a été annoncé en sélection, en compétition, pardon. Ouais. Donc, je comprends pas pourquoi ces choix sont faits et ça devient presque inquiétant. Moi, je suis un peu inquiet de... Bon, j'avais pas non plus la plus grande estime qui soit pour Thierry Frémaux, mais là j'ai l'impression que lui il bouffe à tous les râteliers et sans aucune morale, je veux dire, sans se soucier de ce qui a pu se passer, etc. Surtout qu'il a totalement assumé qu'il n'y avait pas Polanski. Est-ce que tu peux rappeler juste Florent la problématique sur Catherine Corsini, parce qu'on n'en a pas encore parlé dans l'émission depuis le début que c'est sorti,
puisqu'il n'y avait pas d'émission en live la semaine dernière, mais genre, est-ce que tu peux rappeler ce qui s'est passé si tu sais? Oui, alors bon, vous me corrigez si jamais je me trompe. Je sais qu'il y a 2 choses principalement qui lui sont reprochées. La première, c'est qu'elle a été accusée de harcèlement, mauvais traitement par des techniciens de son équipe. Je veux pas non plus dire de mauvaises choses. Et la deuxième chose, c'est que il y a un accord dans le cinéma qui n'a pas été respecté, une règle qui est celle de... En fait, Catherine Corsini a donc tourné une scène de sexe avec une mineure et ça n'avait pas été mentionné auparavant, ça n'avait pas été signé et voilà, il y a une association, un comité qui s'occupe de gérer ces scènes-là, ces tournages-là pour bien qu'il y ait un accord avec les parents, etc. Et là, ça n'a pas été fait. Donc il y a ces 2 choses-là. Le CNC apparemment s'est retiré d'ailleurs pour financer le film, pour aider au financement. Donc il y a une enquête en cours et tout, hein, c'est vraiment très simple. C'était une scène de masturbation exactement, et c'était mineure de moins de 16 ans. Apparemment, elle a été rajoutée à la fin, donc elle faisait pas partie du scénario à la base. C'était surtout ça le problème. Après, les CNC, ils ont pas enlevé tout leur financement aux dernières nouvelles, parce que quand même avec le film tienne debout, mais elle devait être sélectionnée à Cannes, elle avait reçu des appels, etc. Et bon, en gros, quand ils ont sorti la sélection officielle, ils l'ont supprimé au dernier moment, mais c'est un peu pour faire beau, je trouve. Pour préciser, elle était en fait dans le scénario au tout début, la première version du scénario, mais le scénario qui a été validé par le CNC, ça a été un scénario où il y avait pas cette scène, et du coup, sur le moment du tournage, ils ont fait non, mais il y avait cette scène-là, on peut aller la tourner, voilà. Donc c'est là où aussi il y a le problème. On a appris également la venue en parlant de gens un peu problématiques, de Quentin Tarantino qui présentera un film surprise lors de la quinzaine des cinéastes. Et tout ce beau monde risque d'être potentiellement perturbé puisque la CGT Mine Énergie menace une coupure de courant, je cite, « En mai, fais ce qu'il te plaît, le Festival du film de Cannes, le Grand Prix de Monaco, le tournoi Roland-Garros, le Festival d'Avignon pourraient se retrouver dans le noir. » Fin de citation. Dans le cadre de ce mouvement social historique, c'est l'occasion de faire du bruit en perturbant les rassemblements culturels associés à la bourgeoisie. Et celles et ceux qui y seront pourront y assister en première ligne. Est-ce que vous voyez un intérêt à ce genre d'action dans le mouvement social actuel? Pour le festival de Cannes, je peux comprendre dans le sens où oui, il y aura vraiment le monde entier qui aura les yeux rivés sur ça. Pour le festival d'Avignon, je trouve ça horrible parce que c'est quand même des gens qui se préparent pendant une année, voire plusieurs années sur des spectacles et que c'est de la petite culture. C'est pas la télévision, c'est pas les journalistes qui vont au festival d'Avignon, c'est juste des gens qui exercent leur passion. Et pour le coup, les priver, eux, d'un festival qui a quand même... quelque chose de, je trouve, fabuleux et une belle énergie, ça me rendrait vraiment triste et je trouverais ça injuste pour le coup. Marie, tu veux ajouter quelque chose? Je suis pas sûre que pour combattre l'extrême droite, saper la culture, ce soit la meilleure des solutions, de toute manière. En gros, je trouve que le gouvernement a bien fait les choses, ça y est, il nous a tous montés les uns contre les autres, et puis on va saboter les éléments culturels, c'est vraiment une très très bonne année. Voilà. Ouais. Surtout que c'est des moments de regroupement en plus, donc les saboter, c'est... oui, et de joie, donc je trouve ça un peu malheureux, malheureusement, mais bon. On passe à la suite. La prochaine Palme d'Or sera pour ChatGPT. On n'y est pas, mais lors du Nikon Film Festival, l'un des films primés provoque un certain débat. /Imagine, réalisé par Anna Apter, a obtenu le prix de la mise en scène et de la critique. Le HIC, le film a été entièrement réalisé à partir d'images générées sur Midjourney, programme d'intelligence artificielle générative. Par ailleurs, le réalisateur Joe Russo a déclaré lors d'une interview qu'il sera possible d'ici 2 ans de voir des films entièrement générés par intelligence artificielle. Une telle technologie pose question autour de la table. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète pour l'avenir du cinéma vis-à-vis des intelligences artificielles ? En fait, c'est un truc auquel on peut pas l'éviter parce que c'est là et on va pas le combattre, ça servirait à rien. Par contre, le fait que le Nikon Festival, qui est censé être un festival qui met en valeur des jeunes créateurs, des talents émergents, félicite ça et le prime, il a eu plusieurs prix en plus de ça, il me semble. Ça, par contre, c'est incompréhensible pour moi. Après, en fait, j'aimerais bien connaître la démarche de Anna Apter, qui est quand même une autrice, scénariste, réalisatrice très, très talentueuse, qui fait beaucoup de belles choses. Donc, quelle était sa démarche, en fait? Est-ce que, justement, il n'y avait pas cette recherche? Parce que c'est sûr que, le scénario a été écrit par elle, quand même, toute la démarche scénaristique, etc., le schéma, tout a été fait par elle, mais du coup... Ça pose question, quelle était sa démarche? Est-ce que justement c'était pour dire
bon bah voilà, vous avez récompensé ça, ou est-ce que c'est parce qu'il y a aussi avec Midjourney, avec voilà les intelligences artificielles, il y a la question du droit d'auteur aussi, parce que comme ça s'inspire d'œuvres d'artistes, en fait des fois ça reproduit directement ce qu'ont fait les artistes et ils sont pas crédités, donc ça pose un vrai problème pour le coup. Du coup je sais pas si t'as vu le film, mais après ça rentre dans le propos scénaristique du film, puisque ça parle des nouvelles technologies et tout, donc je peux comprendre sur ça, mais après je comprends aussi la critique du festival. Bon, rien à ajouter. Pour finir, des nouvelles outre-Atlantique. On risque de voir une nouvelle grève des scénaristes à Hollywood 15 ans après la grève qui avait impacté la majorité de la production télévisuelle. Un certain nombre de saisons réduites de moitié, voire des séries interrompues. Le 17 avril dernier, la Writers Guild of America a voté à 97,85% oui en faveur d'une grève dans le cas où leurs revendications, notamment de hausse des salaires, ne seraient pas entendues. Des réactions? Il y avait le New York Times qui avait fait un assez bon reportage là, du coup récemment pour expliquer ça, et c'était assez bien montré parce que du coup c'était en 2007 je crois qu'il y avait déjà eu une énorme grève qui avait carrément reporté voire réduit des grosses séries genre The Big Bang Theory, tout ça, et ça avait vraiment impacté la TVA à l'époque. Et là ce qui était intéressant dans l'enquête, c'est qu'en fait ils expliquaient que tout le monde était un petit peu préparé et qu'en fait du coup les chaînes de télé avaient déjà vachement commandé des téléréalités qui du coup ne nécessitent pas forcément beaucoup de scénaristes, quoi, ou commander beaucoup de scénarios en avance, ce qui montre un peu le décalage qu'il y a entre genre des super grosses entreprises hollywoodiennes, notamment avec l'émergence des séries et tout, et des revendications qui en effet n'ont pas l'air de les toucher plus que ça, quoi, actuellement. Je trouve ça assez intéressant la façon dont c'est détourné. Parce que du coup la dernière fois, après une centaine de jours, ils avaient remporté leur grève. Après, ils avaient eu les revendications, quoi. Ouais, en 2017 je crois il y avait un accord qui avait été trouvé à la dernière minute, donc en fait là c'est un peu ça leur pèse dessus, mais visiblement ils sont pas encore ils attendent de voir s'ils peuvent pas trouver un accord de dernier moment, donc je pense qu'il faudra voir vraiment ce que ça donne sur le moment, et par contre ce sera vraiment intéressant à analyser, à décrypter si ça arrive sur le moment, pour voir comment ils gèrent ça. C'est clair. Simon, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, la grève de 2007 aussi, elle avait même paralysé genre le cinéma, hein. Il y avait un film qui était hyper attendu, c'était Quantum of Solace, qui avait été en fait hyper sabordé par ça, et c'est pour ça que le film aussi a un peu la gueule qu'il a aujourd'hui, c'était parce qu'il y avait eu cette grève des scénaristes. Et ouais, je te rejoins complètement, Justine, c'est bizarre ce décalage là, mais ça m'étonne pas. Par contre, Nino, toi t'étais sur des news 100% grève du coup cette semaine. C'est clair, très engagé, Nino. Ouais, c'est le contexte qui veut ça, on va dire ça, ouais. Eh bien écoute, merci pour ces news, Nino. Ça faisait 2 semaines qu'on n'y avait pas eu droit, ça nous avait manqué, mais on a un programme très chargé ce soir, donc passons dès à présent à la partie débat. Pour rappel, il y a 4 films au programme ce soir: Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, Suzume, Blue Jean et Sur l'Adamant. C'est parti. Après l'univers de Mario, c'est au tour de celui de Donjons et Dragons de se voir adapté sur grand écran. Mais de quoi ça parle? Bande annonce. Here's the thing. We're a team of thieves. And when you do this, you're bound to make enemies. Sometimes those enemies come looking for revenge. Truth be told, we helped the wrong person steal the wrong thing. We didn't mean to unleash the greatest evil the world has ever known. But we're gonna fix it. So how do we pull that off? Figure it out over a drink? Probably best. You need Kool-Aid! To give us a fighting chance, we're gonna need strength. You got this, right? I know you don't. We also need courage, magic, and you. What is that again? It's an owlbear. Let's go! Be warned. There is evil here.
I'm glad he's on our side. This one's dangerous. But whatever happens, we'll be ready. What is it exactly that you bring to this? I'm a planner. I make plans. You've already made the plan, so... If the existing plan fails, I make a new plan. So you make plans that fail? No. He also plays the lute. Not relevant. Si la bande-annonce ne vous a pas suffi, je vais vous faire un petit résumé du film. Un voleur beau gosse, une bande d'aventuriers improbables entreprennent un casse épique pour récupérer une relique perdue. Les choses tournent mal lorsqu'ils s'attirent les foudres des mauvaises personnes. Je vois que Lucas est très hype dans le chat, mais il fallait être sur le plateau si c'était le cas. Et oui, c'est Nino qui va pouvoir débuter sur ce film. Ouais, parce que du coup je sors tout juste de la séance. Alors j'ai mis pas mal de temps vraiment à rentrer dans le film, surtout en sachant qu'il dure 2h20. Si c'est comme ça jusqu'à la fin, ça va être chaud. Mais je pense peut-être genre sur la deuxième heure, je suis un peu plus rentré dedans. Et il y a des trucs que j'ai trouvé cool, il y a quelques idées que je trouve enfin je sais pas, marrantes à voir en fait. Genre le portail ou la séquence de fin et tout. C'est un peu léger, c'est pas forcément toujours très drôle, mais ça peut l'être parfois plus ou moins. Pas très enthousiaste, Nino. Il essaie de trouver des points positifs, mais il a du mal. Non, mais bon, le film, clairement, s'il avait duré beaucoup moins de temps que ça, c'est un peu le problème à l'heure actuelle, quoi. Si ça durait 1h30, ça aurait peut-être été vraiment un bon film, mais là, c'est trop long pour pas tant de points positifs que ça. Et après, en plus, il y a un peu plein de tics de réalisation qu'on sent venir et qui sont un peu lourds. C'est vrai que le schéma, il reste assez classique. Après, je pense que c'est pas un film qui se veut ambitieux scénaristiquement ou même dans sa réalisation. À mon avis, ce qui est sympa, c'est que ça veut rester grand public. Et d'un côté, ça marche parce qu'en fait, t'as beau ne pas du tout connaître le jeu de base. Moi, je trouve que t'es quand même bien emballé. Après, oui, c'est pas un film épique ou fantastique à la Game of Thrones ou à des grands films qu'on a pu voir dans ces univers-là. Mais au moins, ça touche un peu de monde et je trouve qu'il y a un côté très 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 feel good dans le film. Ouais. Justine, t'as l'air d'acquiescer. Ouais, je rejoins pas mal Margot du coup là-dessus. C'est vrai que moi je m'attendais vraiment à rien du tout. Pareil. C'est pas trop mon genre de film. Je voyais un peu le jeu, voilà, j'avais le truc des jeux de rôle et tout machin, mais c'est vrai que j'y jouais pas spécialement. Et je me suis dit waouh, en plus je devais aller le voir avec des potes, il y a pas eu de trame, du coup ils sont pas venus, donc j'étais en mode ça va être un moment de solitude intense. Voilà, 3e film de la journée. Et j'étais agréablement surprise. Genre je suis allée voir à 21h, du coup un peu en mode bon bah au pire je ferai mon début de nuit quoi pendant la séance. Et étonnamment ouais, je suis plus vite rentrée dedans que ce que je pensais. Alors quand même un peu long le début, mais j'ai réussi à rentrer dedans assez vite par rapport à d'habitude sur ce genre de film, encore une fois. Après 2h20, c'est vrai que bon, ils auraient pu raccourcir, ça aurait pas forcément fait de mal, mais je trouvais que le scénario se tenait et que ça prenait pas trop les spectateurs pour des cons. Parce qu'honnêtement, je vois ça assez souvent en ce moment, j'ai l'impression qu'on a besoin de te montrer beaucoup de choses pour que tu comprennes. Et j'ai apprécié le côté où j'ai l'impression qu'on n'était pas totalement teubés, voilà, qu'ils essayaient de temps en temps de placer des petites refs, des petits trucs qui expliquaient un peu plus par rapport au jeu, sans non plus te montrer tout et n'importe quoi. Et ouais, non, au final, j'ai trouvé que le casting était bien, que ça jouait pas trop mal, que tu rigolais. Bon, t'avais des gens qui rigolaient beaucoup dans la salle, j'étais en mode un peu excessif quand même, mais vas-y. Et la fin est un peu gnangnan, mais enfin ça va avec quoi. Genre en fait c'est le truc, ouais, t'as vraiment envie d'aller voir ça à la cool, mais pour le coup c'est vraiment un truc que tu peux aller voir avec toute ta famille, je trouve. Genre j'ai trouvé ça adapté pour une fois, voilà, pour ce que ça voulait être. J'ai trouvé que ça en demandait pas trop, en même temps du coup t'étais content de ce que t'avais. Je me disais ça aussi par rapport au fait qu'ils nous prennent pas trop pour des cons par rapport à la fin où il y a un peu une séquence finale qui fait un retour sur plein de trucs qu'on a vus dans le film, mais sans les montrer expressément en fait, genre juste c'est assez intelligent, on va dire, comment c'est fait, je trouve, parce que ouais, ça nous rappelle à des scènes qu'on a déjà vues, mais sans nous remontrer la scène, ce qu'un autre film aurait fait.
Marie, Flo et Simon, vous y connaissez bien un jeu de société. Est-ce que c'est un jeu auquel vous avez déjà joué ou pas du tout Simon, peut-être tu peux parler du film un petit peu. Non, j'ai jamais joué à Donjons et Dragons, mais c'est vrai que comme Justine, j'étais agréablement surpris. Après, j'aimais les deux réalisateurs qui font le film, je leur donnais un petit peu de confiance parce que en fait ils viennent de la comédie américaine et ça se voit que ce qu'ils ont voulu faire, c'est genre un petit peu redynamiser ce genre de l'heroic fantasy avec ce qu'ils faisaient en comédie. Ils sont derrière par exemple de Comment tuer son boss 2 où il y a à la fin il y a une séquence comme ça avec pas mal de trucs à agencer, un plan à agencer et tout foire et tout, et là on retrouve exactement la même chose en fait finalement dans ce film là, dans sa construction. Et puis même leur précédent film c'était Game Night, et Game Night c'était littéralement sur des jeux de société, et pareil là aussi il y avait ce côté avec de l'urgence, toujours essayer de retrouver une solution supplémentaire, et c'est assez drôle qu'ils aient tout ce qu'ils avaient fait en fait en comédie pure américaine, ils l'aient réadapté pour le faire en mode un petit peu heroic fantasy. Donc ça j'ai bien apprécié, et je trouve que moi la durée du film m'a pas gêné, même si comme toi Nino au début j'étais un peu moins chaud. Elle m'a pas gêné dans le sens où c'est un film qui en fait donne des choses quoi, a envie de te donner des choses et te le donne. Il compte pas les nombres de scènes d'action, il compte pas le nombre d'inventivité qu'il va essayer de te trouver. Parfois c'est effectivement on le sent venir un petit peu à 1000 km, parfois c'est plus surprenant, et en fait c'est ça que j'ai aimé, c'est que le film il te donne beaucoup de choses et sans jamais te prendre pour un con aussi, donc ça c'était plutôt cool, vraiment bonne surprise pour ma part. Tu mentionnes la comédie, en fait nous je pense ce qui nous rattache aussi beaucoup au personnage, c'est qu'en fait comme je l'ai entendu en interview, c'est que c'est des gros losers en fait. C'est ça qui rend l'histoire encore plus attachante, c'est qu'on peut être comme eux, ils peuvent être n'importe qui. Marie, tu veux parler un petit peu du film ? En études de cinéma, on nous apprend à dénigrer complètement le divertissement et le grand public. Et on nous force à aimer Chris Marker et Jean-Luc Godard. Et moi, j'ai envie de remettre un peu l'église au centre du village, parce qu'en fait, tout le monde aime les films de divertissement et tout le monde a envie de pas se prendre la tête devant un film comme celui-là, comme Donjons et Dragons. Moi, je trouve qu'il fait le taf. Il fait clairement ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire te divertir, te faire un peu rire et te faire passer un bon moment. Le temps, je l'ai pas vu passer. Le casting, je le trouve très très bien. Donjons et Dragons, j'y ai jamais joué, mais je suis assez adepte de jeux de rôle, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et ça m'a pas gênée de ne pas connaître l'univers. Parce qu'en fait je vois un film d'heroic fantasy, un genre que j'adore, que je consomme énormément. C'est crédible en plus. C'est très crédible. C'est pas parodique. C'est un ton léger qu'on aime voir au cinéma, et moi je ne me suis absolument pas ennuyée. J'ai pas explosé de rire, mais en vrai j'ai passé un très bon moment. Roger Jean Page, voilà, c'est mon chouchou, je l'adore. Voilà, même les décors, t'as vu Marie, je veux dire. Attends, Simon, qu'est-ce qu'il dit Il te parle des décors. Le casque, voilà. Non, je veux dire, ok, il y a des fonds verts dégueulasses très souvent dans le film, mais les décors, tu vois, ils sont quand même là, quoi. Ça nous sort un petit peu de ce qu'on a d'habitude. Exactement, je me suis fait la même réflexion. Il y a des très beaux décors, des très beaux plans. Ça te reste un petit peu après aussi, donc ça c'est assez cool. Ouais, complètement d'accord. L'image, elle n'est pas laissée au second plan. Flo, il a l'air dégoûté. Non, mais en fait, le problème, c'est que moi on me l'avait bien vendu, et donc j'y suis allé pas en m'attendant à rien, mais en m'attendant à un truc mieux. Donc franchement le dernier segment était sûrement le meilleur, mais j'étais quand même pas loin de m'en foutre complètement du film, ça c'est clair. Le fait que le schéma narratif soit on va à un point A, puis après on s'en va pour mieux revenir à ce point A, en fait moi j'étais en mode oula, mais là ça m'intéresse pas, vous m'emportez pas du tout. Pourtant je l'ai trouvé plus rafraîchissant que la masse des blockbusters de d'habitude. Après les personnages, c'est pas non plus l'originalité de fou, parce que je trouve que des losers dans les blockbusters, il y en a de plus en plus, des héros un peu nuls. Pour les deux personnages plus jeunes, c'est des caractéristiques qu'il y a. Black Adam, c'est les mêmes personnages, les deux jeunes personnages, c'est les mêmes dans Black Adam, donc en fait c'est pas spécialement original, mais c'est pas très sympa comme comparatif pour Donjons et Dragons. Oui, c'est vrai que c'est pas très sympa mais je pense que là ils avaient un peu la pression de la marque en fait, Donjons et Dragons quand même, donc je veux bien croire en leur bonne foi, mais quand t'as une aussi grosse pression à mon avis d'adapter cet univers là où t'as autant de fans, autant une grosse communauté qui est au tournant, il vaut mieux essayer de faire un truc peut-être plus consensuel. On sent peut-être leurs pattes, mais voilà, moi j'ai pas été pas du tout embarqué. Je vais l'oublier assez rapidement. J'avoue que je suis pas
en total désaccord avec toi, mais en fait, moi, la communication autour du film, elle m'a vraiment dégoûtée. J'ai dû voir la bande-annonce au moins 10 fois. J'ai vu plein d'extraits du film, pareil, avant séance. Et en fait, j'avais l'impression, avec la communication, d'avoir vu le film. Et en fait, juste la com est pas très bonne. Et en fait, elle montre les passages que comiques du film. Du coup, j'ai eu une bonne surprise dans le film parce que j'ai trouvé ça beaucoup plus léger que ce que la bande-annonce voulait faire transparaître. Du coup, j'ai eu un peu l'effet inverse de toi. Donc ça fait que je suis pas totalement d'accord, mais je comprends. Oui, ça reste pas du tout un film immense, original, fabuleux. Juste, tu passes un bon moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose Non, juste aussi que quand même en tant qu'adaptation de jeu de rôle, bon, j'attendais peut-être vu qu'on est un peu à l'heure du méta et tout, plus de références à ça. Mais après, il y en a quand même quelques-unes et je pense le fait que tu dises ils vont à un point A, ils s'en vont, ils reviennent, machin et tout. Moi, je me suis reconnu pas mal en vrai sur certaines séquences de jeux de rôle en fait, ou même par exemple. La scène où ils s'enfuient quand ils sont prisonniers et qu'ils sont à leur audience et tout et qu'ils s'enfuient et qu'on leur dit non mais en fait ils allaient être libérés, ça m'a fait penser à plein de parties de jeux de rôle où les joueurs font des trucs très cons et il y a pas mal de petits moments je trouve qui reviennent comme ça. Flo, t'as Lucas qui te fait une petite remarque et il te dit dedans, il te pose une question. Dedans, il y a des donjons et des dragons. Est-ce qu'il y a ça dans Black Adam ? Alors, il y a peut-être un dragon, je sais plus, ou une grosse créature, je sais plus. Mais je les ai attendus longtemps quand même, les dragons et les donjons dans le film. Je sais pas trop de donjons. Ouais, non, très peu de donjons, ouais. Faut le préciser quand même. Bon, en vrai, on vous recommande quand même un petit peu ce film autour de la table parce que ça reste un feel-good movie et ça fait plaisir. On va voir si c'est toujours le cas avec le prochain film qui est sponsorisé par Raphaël ce soir, qui n'est autre que Suzume de Makoto Shinkai. ねえ君この辺りに扉はない？扉って言ってたよね。まさかはあ！君はなぜ？閉じなきゃいけないでしょここ。人の心の消えた寂しい場所に後ろ戸は開くんだ。後ろ戸からはスズメ災いが出てくる。好き。お前は邪魔。なんだこれは。嘘でしょ。ちょっとトータさん。君についてこられても困るんだよ。そんなこと言ったって椅子じゃん。え？猫を探して九州から？今からたくさん人が死ぬ。トータさん！待って！スズメさん、君が鍵をかけろ。頼む、俺にはもうできないんだ。そうとしくじったんだな。あなたは怖くはないのか？ソーダさんのいない世界が私は怖いです。忘れられるわけない。絶対に助けに行く。あいつは自分の扱いが雑なんだよ。あんたはなんか大事なことをしちょるような気がする。お返し申す。お返しします。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。行ってきます。Et du coup, Suzume, ça parle de quoi? Eh bien, le film est centré sur l'histoire de Suzume, une jeune fille de 17 ans vivant dans une ville tranquille de la région de Kyushu, au sud-ouest du Japon. Un jour, Suzume rencontre un jeune homme à la recherche d'une porte. Les deux voyagent alors ensemble et trouvent une vieille porte dans une maison abandonnée dans les montagnes. Lorsque Suzume tend la main vers la porte, elle est tirée à l'intérieur. Des portes du désastre commencent ainsi à apparaître à travers le Japon, déclenchant une série de désastres. Du coup, voilà, c'est le nouveau film du réalisateur notamment de Your Name qui avait eu un petit succès. Florent, t'en as pensé quoi, toi ?
En fait, j'ai une relation un petit peu conflictuelle avec Makoto Shinkai parce qu'on s'est beaucoup aimé sur Your Name. Vraiment, c'était l'amour fou. Et Les Enfants du Temps, il m'a beaucoup déçu. Donc là, j'y allais avec un peu l'espoir qu'il revienne me chercher. Et puis en même temps, ça se trouve un peu entre les deux. Parce que ce que j'aime chez lui, c'est cet équilibre qu'il arrive toujours à trouver entre l'émotion et un concept fort, une idée de scénario fort, un high concept qui va guider son histoire. Et Les Enfants du Temps, c'était pas mal, on s'en fichait un peu du high concept. Your Name, il y avait les deux parfaits à fond, tous les curseurs étaient à fond et c'était génial. Là, je trouve qu'il y a un peu un déséquilibre parce que le high concept fait qu'il y a un peu une répétition. Ça fait que le scénario est un peu répétitif parce qu'il veut bien ancrer ce high concept dans la tête des gens, mais du coup on se dit encore. C'est une juxtaposition de séquences qui sont un peu semblables et donc on peut se dire bon oui d'accord, on a un peu compris. Donc j'étais en mode ah ouais, j'aime ton high concept, mais j'ai l'impression que tu mets un peu trop c'est un peu trop répétitif quoi. Mais il y a eu quand même des tartes d'émotions, ce que j'appelle des tartes d'émotions, qui sont arrivées sans que je comprenne. D'un coup, qui sont je me suis fait choper. Enfin voilà, une engueulade, un autre moment vers la fin. On est ému par chat. Voilà, on est ému par une chaise, un chat. Franchement, c'est à ce niveau-là, c'est réussi. Et puis surtout, il y a un univers visuel qui est toujours hyper fort et qu'on voit nulle part. Il y a des idées visuelles, il y a des idées de plans qui donnent la leçon à tellement de films. Et du coup, il faut vraiment encourager les gens à aller voir ce film et les films de Makoto Shinkai parce qu'en fait, ça rappelle aussi que l'animation n'est pas un sous-genre, quoi. Quand tu vois ce que lui, il arrive à faire dans ses réalisations, dans ses idées de plans, dans ses idées de séquences, c'est pas un sous-genre, ça peut pas être un sous-genre quand tu vois des films comme ça. Même la maîtrise visuelle, elle est vraiment sublime. Même la bande originale, etc. Il y a quand même un travail poétique fabuleux. Je crois que Justine, t'as bien aimé le film ? Oui, j'ai adoré la poésie du film, justement. Et moi, j'étais vraiment à fond. Ça m'a fait beaucoup de bien, honnêtement. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un film comme ça au cinéma. Moi, je suis vraiment une fervente fan de Miyazaki. Ce qui fait que... Lui aussi. Makoto Shinkai, il reconnaît son influence. Je l'avais entendu parler dans une émission France Culture il y a très longtemps pour Your Name. Et je n'avais pas vu Your Name. Donc, j'avais vite fait l'idée du film. Mais du coup, quand je suis allée voir Suzume, moi, en fait, c'était la première fois que je voyais un film de lui. Donc j'ai pris une énorme claque et j'étais totalement matrixée. Donc le lendemain, évidemment, j'ai regardé Your Name. Et du coup, j'ai compris cette interview que j'avais écoutée il y a 4 ans sous ma douche, qui m'a enfin été utile. Et j'étais en mode, waouh, c'est incroyable ce qu'il a fait. Donc moi, je suis totalement entrée dans le truc. Et pour une fois, je trouvais que... En fait, pour moi, pour une fois, il y avait quelqu'un qui arrivait à suivre le travail de Miyazaki dans le sens où, en fait, il y avait des vrais sujets sociétaux qui étaient abordés dans le fond et qu'il y avait les impacts de maintenant, c'est-à-dire l'impact écologique par l'extraordinaire qui était hyper bien abordé et qui est d'autant plus touchant dans ce pays, mais qui, je trouve, peut vraiment avoir un vrai aspect universel et tout en gardant la magie des animés qu'il y avait dans Miyazaki. Donc j'étais énormément touchée et du coup, ça y est, je suis une grande fan. C'est clair que Dame dit que les films d'animation peuvent traduire des choses que les films classiques, live action, ne peuvent pas traduire. Ça. Et là, c'est totalement le thème parce qu'en fait, on parle de traumatismes japonais qui sont vraiment très 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 durs, qui ont vraiment fait périr des milliers et des milliers de personnes, mais d'une façon tellement poétique et tellement pas frontal en mode c'est ça le Japon, on souffre et c'était trop horrible. Il y a vraiment un truc de on combat cette tristesse et cette douleur par l'amour, par la solidarité, et je trouve ça tellement joli. Nino, je sais pas ce que t'as pensé du film. J'ai pas été autant emballé que ses précédents films. Moi, je suis pas un très grand fan de Miyazaki, mais par contre, je préfère ses films à lui, en fait, je crois. Marie est scandalisée. Mais ouais, là, j'ai eu un peu de mal. Surtout que, comme tu le disais, il y a une grosse répétition dans le scénario. Et tu sens un peu le chapitrage, je trouve, en fait. Tu sens les différentes étapes du film. Mais après, en y repensant, en fait... je trouve qu'il y a un truc qui est quand même assez fort, c'est de... il y a quand même je vais dire en fait l'inverse de ce que j'ai dit juste avant. Il y a une implication quand même dans cette aventure. On a l'impression en fait un peu de vivre ce road trip avec eux.
Et du coup, j'ai l'impression que c'est plus... c'est un film que j'ai plus vécu dans l'expérience après coup que sur le moment, on va dire. Et après, oui, bien sûr, l'animation est incroyable, les dessins et tout, et les musiques aussi. Simon, tu l'avais vu aussi, Suzume ? Ouais, je rejoins complètement ce qu'a dit Florent, même si je pense que j'ai plus apprécié que lui, mais il a dit des choses assez justes, parce que visuellement c'est brillant et ouais, ça donne des idées de malade. La musique aussi est exceptionnelle. Je sais plus, j'avais beaucoup de choses à dire et là je me retrouve là maintenant en mode genre mais qu'est-ce que je vais dire ? Non mais j'ai trouvé ça vraiment super bien, même si je comprends le côté répétitif là que vous évoquiez, parce que en fait on le sent pendant le film qu'il va y avoir ce côté répétitif là, mais je sais pas, ça parle de tellement de choses, ça parle aussi de tellement de choses sans les dire, sans forcément les citer. Il n'y a pas une seule fois où en fait on dit par exemple Fukushima, alors que clairement on comprend que ce qu'a vécu la petite, si tu recalcules en plus, le film se passe en 2022 ou 2021 je crois, et ça se passe 12 ans avant, donc 2010 c'est la catastrophe de Fukushima, voilà. Ça veut dire beaucoup de choses sans forcément en dire beaucoup, et je trouve ça assez fort. Et puis j'ai quand même un peu de mal toujours avec Makoto Shinkai sur le côté un peu niais qu'il peut y avoir par moment. Ça peut être un peu naïf, tout ça, mais en même temps t'es embarqué dedans, t'es touché émotionnellement. J'ai bien aimé ton expression, Florent, les tartes d'émotion. Ouais, c'est vraiment ça, t'as des frissons pendant le film, et puis c'est assez drôle aussi par moment. En fait tu passes par beaucoup d'émotions différentes, et mis à part un petit coup de mou aux 3/4, j'ai trouvé que le film était vraiment bien. Moi pendant le film je me suis même dit pour l'instant c'est vraiment mon film de l'année, tout ça, c'est vraiment un truc de ouf, même si c'est redescendu un peu sur la fin du coup, mais il y a vraiment, je vous invite vraiment à aller découvrir ce film là. Les Enfants du Temps, j'avais trouvé ça à chier. Your Name, c'était bien, c'était vraiment bien même, mais Suzume je crois que je l'ai encore préféré, parce qu'en fait même il est thématique, c'est tous ces trucs là avec les portes et tous ces trucs qui même moi me touchent personnellement, parce que ça c'est des choses les portes. Non mais je veux dire par là que quand j'écris des choses, j'ai déjà écrit des choses qui pouvaient un petit peu ressembler en fait à ce qu'il fait finalement, et donc je me retrouve dedans et je me dis putain, il y a quelqu'un qui arrive à mettre en place ce genre de trucs qui sont dans ma tête, et ça j'aime bien aussi, même si ça veut pas dire qu'on dirait que je m'aime trop. Non mais je vois Florent, je te vois. Faut que tu bosses avec lui. Mais il faut que je bosse avec lui, je ferai des live action de ces films, des adaptations. Bientôt on va avoir une révélation de Makoto Shinkai qui va nous dire en fait c'est le scénario de Simon qui m'a inspiré. Merci Simon. Nous en avons terminé avec les sorties du 12 avril, donc on va pouvoir passer à la semaine dernière, notamment en commençant par le film britannique Blue Jean de Georgia Oakley. So, what do you do, Jean? I'm a teacher. Fantastic. What do you teach? P? Lois? Come on in. You got a man on the scene at the moment, then? No, I haven't, no. You do realise that we fill our tellies with this here to distract us from what's really going on? Not everything is political. Of course it is. Here at home, there's been another big demonstration against Clause 28, which seeks to stop councils from promoting homosexuality. I've been saying this is a good idea for years. Young people have such vulnerable minds. What's wrong? You look stressed. I don't want mysterious on every part of my life. Every part of your life? If anyone found out, I'd never work again. The gay and lesbian lifestyle is not natural or normal, and it never will be. What I don't get is how two girls actually... Just ignore them. Is that what you did? I'm not talking about me. What kind of example are you setting for her? Just because I don't parade my sexuality around like a badge of honor. How is that girl ever going to learn that she has a place in this world? Or she thinks she has a place in this world. You're the one with the problem, not me. This isn't a game, Lois. It's me life. Blue Jean, ça parle de quoi ? 1988, l'Angleterre de Margaret Thatcher, Jean, du coup, professeur d'éducation physique, est obligé de cacher son homosexualité, surtout depuis le vote d'une loi stigmatisant la communauté gay. C'est sans compter sur une nouvelle étudiante qui menace de révéler son secret.
Justine, tu veux commencer sur ce film ? Oui. Moi, j'ai adoré ce film, genre vraiment. Et j'étais très contente de voir un film comme ça. Genre, j'en avais un petit peu entendu parler parce qu'il avait fait quand même sa petite vie en festival. Voilà, j'avais vu 2-3 fois des affiches de bons festivals. Donc je m'étais déjà dit qu'il devait être pas mal. Et donc j'attendais sa sortie un peu avec impatience, mais sans avoir lu le synopsis. Donc je savais pas trop de quoi ça parlait. Je sais pas, j'étais inspirée par l'affiche. Et du coup, j'étais très agréablement surprise de voir ce contexte-là et de voir une femme lesbienne et une histoire d'amour entre deux femmes lesbiennes, parce qu'en vrai il n'y en a pas tant que ça, et après là ça a raconté bien plus que ça. Et moi ce que j'ai trouvé très intéressant dans le film, c'était notamment l'impact de la politique, comme tu l'expliquais bien en fait dans ton synopsis à toi, l'impact que ça avait sur cette femme et sur ses relations, que ce soit personnelles ou professionnelles, que ce soit familiales ou amoureuses, et que en fait elle a rien demandé quoi à la base, et que tout le reste du film passe tout le temps par les médias et par cette politique qui tourne en boucle, et qui fait que tout le monde commence un peu à s'intéresser à sa vie comme ça pour rien, et qu'elle elle se retrouve coincée entre un monde hyper militant auquel appartient sa meuf et son monde professionnel et perso dans lequel elle veut juste faire sa vie quoi, tout simplement. Et donc j'ai été extrêmement touchée par ça. Après j'ai peut-être été touchée plus personnellement parce que moi j'ai été élevée par deux femmes et que j'étais enfant quand la super loi Hollande est passée sur le mariage pour tous, et que on s'en était pris plein la gueule par les médias et par la politique à ce moment-là, et que là tu te rends compte de l'impact de la politique et des médias dans ta vie perso quand tu n'as rien demandé à personne. Mais j'ai trouvé ça hyper bien raconté. Je trouvais qu'il y avait un bon jeu musical aussi, enfin je sais pas, il y avait des belles transitions, trop bien. Ça m'a vraiment marqué quoi, en termes d'art essai. Je trouvais ça vraiment assez bien développé, et il y avait tout un truc un peu d'univers de la série Dark, je trouvais. D'accord. Genre à un moment donné, entre les tenues et les chansons, genre après t'avais peut-être le côté lycée et tout, mais il y a un moment donné j'étais en mode waouh, on est dans Dark. Et ouais, non, j'ai kiffé l'univers, j'ai vraiment kiffé le propos et l'impact de l'histoire qu'a essayé de raconter autour de cette femme. Après moi j'aurais vraiment beaucoup de choses à dire sur le film, mais non, j'ai beaucoup aimé, et je trouve que c'est vraiment intéressant à aller voir pour un tas de choses, et que ça devrait toucher un public un peu plus large peut-être que celui qui s'attend à toucher quoi. Justement, tu mentionnes notamment les costumes et la BO. Moi c'est un truc que j'ai vachement apprécié parce que tu replonges bien, je trouve, dans les années 80, et pour le coup la musique, enfin la bande originale elle est trop bien, toutes les musiques qu'elle réutilise et tout dans son film, c'est trop bien. Je trouve qu'aussi le point que tu soulignes qui est super intéressant, c'est le point de vue politique du coup des années 80, fin des années 80 même, où en fait on nous matraque pas dans le film non plus, genre on a des petites écoutes audio, on a un petit peu la télévision, mais en fait ça se transmet aussi énormément par les personnages, et on voit comment eux ils sont impactés par la politique, mais on n'a pas un matraquage en mode ça c'est la politique Thatcher, et je trouve que c'est quand même vachement appréciable. C'est un peu ce que je disais pareil tout à l'heure avec Dragon et Donjon, enfin Donjon et Dragon, oui Donjon et Dragon, pardon. C'est le côté pareil, on prend pas le spectateur pour un con, genre parce que pareil, je trouve qu'en ce moment sur la récé ils veulent vachement te transmettre un message et te dire clairement que c'est ça le message, et là non, il y a un effort autour des personnages, il y a un très bon jeu d'acteurs, il y a des très beaux plans qui font que voilà, il y a plein de sujets je trouve sur lesquels ça ouvre, et donc tu peux te faire ta propre interprétation du film, t'es pas obligé de voir ce que le réalisateur veut te montrer seulement. C'est pas juste un film politique, mais c'est aussi un film à personnages et à histoire un peu divisée aussi quoi. On voit que chacun le vit différemment. Après je trouve que le sujet c'est pas non plus ultra original, enfin j'ai l'impression que des films sur l'Angleterre dans cette époque-là, on en a déjà vu. Moi j'ai aussi en tête la série The Crown qui vient vite, mais en même temps ça a tellement eu un gros succès que c'est vrai que faire après ça c'est un peu compliqué. Par contre je trouve que l'actrice, on l'a pas encore mentionné, mais elle est vraiment ultra charismatique et elle joue super bien son personnage qui est extrêmement torturé. Nino, toi t'en as pensé quoi du film? Ouais, comme vous l'avez dit, les sujets traités sont assez importants et tout, et plutôt bien traités. Il y a une belle photo, des belles musiques et tout, une ambiance cool. Ouais, mais la photo elle est ouf. Mais je me suis pas du tout senti impliqué dans le film. Ça m'a pas touché. Je suivais l'histoire un peu d'un œil extérieur.
Et du coup, en fait, ça m'a fait poser la question. Enfin, je me suis dit, est-ce que, genre, du coup, j'ai pas été touché parce que je suis pas du tout concerné par ce milieu-là et ses problématiques et tout. Et puis ensuite, je me suis dit, est-ce que, du coup, est-ce que les films doivent tous être universaux ou est-ce que c'est bien aussi si un film, des fois, il touche juste un certain public. Mais voilà, j'ai pas été touché par le film, mais je comprends qu'on puisse l'aimer. Mais je comprends parce que même faisant partie de la communauté LGBT, j'ai été touchée par le film, mais je me suis pas ultra identifiée dans le sens où je trouve que quand même les personnages restent un peu... Après, je pense que c'est la politique de l'époque. Je pense que c'est pour ça qu'on a du mal à s'identifier, c'est parce que c'est une autre époque et pas la nôtre, mais c'est vrai que je trouve que les personnages sont un peu... tous une catégorie de personnes et qu'on voit pas tant leurs nuances que ça. Même le personnage principal, je trouve qu'il est quand même extrêmement dramatique. Au final, on n'a pas beaucoup d'espoir. Et c'est vrai que je trouve que en termes de narration dramaturgique, c'est quand même assez plombant comme film. Mais je pense que ça veut aussi dépeindre une réalité qui était pas super joyeuse à l'époque pour certaines personnes, quoi. Oui, et d'ailleurs, je me suis fait une remarque sur les représentations de l'homosexualité. Que j'avais déjà réfléchi en voyant la saison 1 de Six Feet Under. Okay. C'est que souvent quand il y a un personnage principal homosexuel, c'est un personnage comme les autres, on va dire, mais les personnages plus secondaires qui font partie de cette communauté et tout vont rentrer beaucoup plus dans des stéréotypes. Bon, c'est carrément le cas dans Six Feet Under et en même temps c'était il y a 20 ans, mais là j'ai l'impression qu'il y avait un petit peu ça aussi, mais peut-être je me trompe. Tu parles de quel aspect exact du coup que en fait le personnage principal rentre pas dans un stéréotype alors que les personnages secondaires homosexuels étaient beaucoup plus dans un stéréotype. Après ça rentre aussi dans le contexte côté très militant et tout communautaire. Ouais, moi je vois ce que tu veux dire, mais après je trouve que c'est assez aussi réalistique, genre réellement quand on lit des bouquins et tout sur cette époque-là, ou juste comme des gens qui l'ont vécu te racontent cette époque-là, ça se passait quand même vraiment comme ça. Et là, ce qui était intéressant justement sur le personnage principal, c'est que je trouve qu'elle revendiquait pas spécialement en fait de côté militant, qu'elle était un peu là... bah voilà quoi, dans son histoire d'amour et dans ce qu'elle kiffait faire, et qu'elle essayait un peu de maintenir tout à bord dans sa vie, et que en fait bah du coup personne ne comprenait trop ce qu'elle faisait et tout le monde était un peu contre elle, surtout à cause d'une politique imposée à cette époque-là en fait, qui faisait que les mentalités étaient construites comme ça. C'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant qu'il construise son personnage principal comme ça. Mais après c'est vrai que c'est intéressant à relever en vrai ton analyse, parce que c'est vrai que c'est rare qu'ils mettent en personnage principal genre des gros militants dans ce genre de communauté. C'est clair, et puis ça reste important aujourd'hui en fait de voir ce genre de film qui retrace l'histoire. En tout cas, moi ça me donne envie de voir la suite de la carrière de l'actrice, mais aussi de la réalisatrice qui, en termes de photographie et en termes de plan, a des idées vraiment très ingénieuses, je trouve. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour du film. Il y a un autre film qui nous aura fait sortir de la séance moins bête, c'est le documentaire sur la Damande de Nicolas Philibert, qui a remporté l'Ours d'Or cette année. C'est à vous le matériel? Oui. Vous avez une voiture pour trimballer tout ça? C'est parce que je prends un traitement très fort que je désire pas, que je peux tenir un dialogue avec vous, Guillaume. Sinon je me prends pour Jésus, moi. Bah, c'est bloqué dans la tête, toujours les mêmes délires, les mêmes choses. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Alors, je m'appelle Sabine Berlière, je suis psychiatre. Ah, je serais contente à votre place. Et j'y viens, mais je voulais vous dire que je suis très contente d'arriver sur le bateau. C'est la fin? Oui. On se met dans la peau d'un autre et on croit qu'on va s'en sortir comme ça. On a des têtes un peu cassées peut-être, je sais pas. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Allez. Il faisait chaud là-dessous. Ouais.
Du coup, ce documentaire, il traite de quoi ? En fait, il est consacré à l'Adamant, qui est donc un centre où ses patients et ses soignants sont filmés pendant 7 mois. C'est un centre de jour situé quai de la Râpée à Paris, dans le 12e arrondissement, qui accueille sur une péniche des adultes souffrant de troubles psychiques. On y pratique la psychiatrie institutionnelle et tournant le dos aux pratiques d'enfermement. Cette approche s'appuie sur la dynamique de groupe et la relation entre soignants et soignés. Marie, tu as vu ce film, t'en as pensé quoi ? J'en ai pensé du bien. Nicolas Philibert, c'est un habitué des documentaires sociaux, puisque c'est quand même le réel de Être et Avoir, de Chaque Instant. C'est quelqu'un qui aime parler de thèmes sociétaux et qui en parle bien, je trouve. Et c'est le cas dans Sur l'Adamant. Déjà, je ne connaissais pas du tout cette institution, donc j'étais ravie de découvrir quelque chose d'aussi... qui paraît aussi unique, en tout cas dans le paysage psychiatrique et médical français. Et j'ai beaucoup aimé son approche parce que je trouve qu'il ne réduit pas les gens au statut de patient. On va avoir une série de témoignages de ces gens qui fréquentent l'Adamant, qui ont des troubles psychiques, qui vont nous parler de leur vie, de comment ils vivent leurs troubles, de ce qu'ils ont. Et j'ai été extrêmement surprise de voir à quel point ils sont lucides sur leur situation, sur leur maladie, sur leur manière d'expliquer. Elle est si pure, elle est si claire. Moi, j'en suis restée bouche bée. Et je trouve qu'ils sont tous très attachants. Et en même temps, c'est poignant d'entendre leur histoire, de découvrir comment ils vivent, ce qu'ils subissent au quotidien. Et vraiment, ce lieu, ce bateau-là, c'est... déjà, c'est un huis clos, en fait, ce documentaire. Et on sent que c'est un lieu où on baisse les armes, quoi. Un lieu où on se livre, un lieu où on peut être... ils peuvent être eux-mêmes et souffler un peu de leur quotidien qui peut être difficile. On a des témoignages de gens qui vont en hôpitaux de jour, qui sont suivis, tout ça, c'est très très dur. Et ce que j'ai apprécié dans le film, c'est que on n'a que des témoignages de gens qui souffrent de troubles. On n'a pas de témoignages de soignants ou de gérants de l'Adamant. Donc en fait, on n'a pas un rapport spectateur-patient, on a un rapport spectateur-personnage. Et on voit pas ces personnages-là comme si on était des soignants ou en tout cas des gens extérieurs à leurs troubles. Il n'y a pas de différence faite, il n'y a pas de deux groupes. Et j'ai trouvé ça très humanisant et très malin de faire ça. Parce qu'en fait, on n'a pas non plus un autre contexte, on n'a pas les paroles des soignants qui pourraient être beaucoup plus médicales, scientifiques ou qui seraient très terre à terre. On a purement et simplement les vies de ces gens-là. Et on nous les livre comme ça, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'explication, juste on entend ce qu'ils ont à dire et c'est tout. Et j'ai trouvé ça très touchant et il y en a qui sont absolument incroyables. Je pense notamment à François, celui qui dit qu'il se prend pour Jésus s'il ne prend pas de médicaments et qu'il se pourrait jeter à l'eau pour se faire chier le monde. Moi ça m'a touchée parce que ça touche à ma vie personnelle et à quelqu'un que j'ai côtoyé, mais je sais pas, c'est tellement pur comme manière de montrer les choses que je trouve ça extrêmement touchant et je trouve que c'est un très beau documentaire. Florent, t'as l'air assez d'accord avec Marie. Bah oui, totalement, je te rejoins sur tout ce que t'as dit. Je trouve que la première séquence d'ouverture, ce sera une grande séquence de notre année parce que c'est tout de suite, enfin il y a quelque chose qui se dégage alors que, je sais pas, elle pourrait être banale mais elle est tout de suite incarnée alors qu'on ne connaît pas la personne, on ne connaît pas le contexte. Moi j'y suis allé en sachant rien du tout sur le film et pourtant cette première séquence, elle m'a encore mis une tarte, même si c'est pas un très joli mot mais vrai. Et je trouve que le film, il fait un lien avec un film qui est sorti il y a un mois qui est Je verrai toujours vos visages, parce que donc ce film qui parlait de justice restaurative et là ce bateau, cette institution, en fait ils expriment bien que c'est contraire à la logique du monde, à ce que le monde veut véhiculer d'habitude, à ce que le monde dit, la notion d'enfermement, la notion de pas partager, etc. Et c'est hyper important de ce documentaire qui vient dire non, nous on va à l'encontre de ce mouvement du monde, de la culture du déchet, de la culture du rejet, de l'enfermement, et nous en fait on va partager sur ce bateau. Donc voilà, les portraits ils sont d'une puissance incroyable. Alors moi je suis un peu hermétique au documentaire du coup, mais c'est purement un truc personnel, je trouve que c'est vraiment un grand film, et comme je suis un peu hermétique, comme ça n'a pas une trajectoire un peu réglée, et ben du coup j'étais un peu
perdu. Ça m'a pas totalement accroché parce que je savais pas trop où est-ce que ça allait terminer. Ça avait pas une ligne clairement dirigée, un peu narrative, mais sinon je trouve que voilà, c'est quand même un grand documentaire. J'aimerais être d'accord avec toi sur le fait que ça donne la parole à un autre système que celui qu'on nous offre normalement et que c'est une autre voie et tout. Mais pour moi, c'est tout sauf un film sur l'Adamant parce qu'en fait, pour moi, on ne parle jamais de l'Adamant. En fait, on ne parle jamais du collectif. On parle jamais de ce qu'ils font ensemble. Et je comprends cette idée de vouloir faire des portraits de personnes et de les humaniser, de donner un côté extrêmement sensible et intimiste au film. Mais pour moi, quand tu appelles ton film sur l'Adamant, que tu traites d'un centre hospitalier qui a une originalité dans sa façon de faire, qui offre une humanité à ses patients, pourquoi tu ne parles pas de ce dispositif? Et moi, ça m'a totalement mise hors du film. Moi-même, la scène d'intro, j'étais tout le temps hors du film. Et en fait, le problème, c'est que je trouve que c'est une succession de tableaux, de personnes certes intéressantes et qui sont touchantes, mais moi, une succession de tableaux, ça m'intéresse pas. Dis-moi aussi en quoi elles se réunissent, en quoi elles sont soudées, en quoi le collectif, il est important pour elles. Là, pour moi, on entend des gens parler, ça n'a pas forcément du lien entre les différents tableaux, et on les montre jamais ensemble, et ça m'a rendu vraiment triste. Et j'ai pas été super à l'aise devant le film, peut-être que c'est aussi le sujet qui me rend pas de base à l'aise, mais c'est vrai que moi qui suis pas forcément la première cliente des documentaires, pour moi ça c'est le documentaire à son stade le plus pur, dans le sens où c'est vraiment des portraits, une réalité très brutale et qui a pas de lien entre ces différents tableaux. Je suis désolée d'être aussi méchante, mais vous l'avez tellement bien défendu que moi j'ai tellement pas vécu ça comme ça que je suis obligée de contrebalancer un peu. Justine, t'en as pensé quoi? Je suis très contente d'avoir vos retours parce que justement j'étais très tiraillée en sortant de là. J'aurais adoré être comme Marie parce que moi c'est des sujets qui me touchent aussi personnellement et sur lesquels je suis pas mal renseignée, et encore là pour mes recos je vais en fait parler d'un docu qui est un peu sur la même chose, sauf que j'ai pas été tant touchée. Y avait des personnes qui me touchaient beaucoup et qui me faisaient penser certainement à des gens que j'ai côtoyés, mais justement la façon dont c'était tissé, le fait que justement il n'y avait pas spécialement de cadre, que des fois on comprenait pas où ils partaient, où ils revenaient, j'avais un peu du mal parce qu'il y avait des gens, j'avais envie de les écouter parler des heures et ça coupait, puis d'un coup on revenait sur eux, du coup j'étais trop contente, puis ça recoupait. Et après moi t'avais peut-être un peu l'aspect journalistique de j'aime bien quand même de temps en temps les reportages où en effet sur l'Adamant j'aimais le concept, on nous l'a introduit comme un concept, et donc je pense que je te rejoins sur le fait que j'avais envie de comprendre la mécanique, j'avais envie de comprendre l'effet de groupe, j'avais envie de comprendre comment ça marche, et que je ressentais pas ça. Et moi qui adore les docus mais qui en regarde beaucoup chez moi, qui ai peu l'occasion d'en voir au cinéma, là pour le coup j'étais très déçue parce que je me suis dit mais waouh, ça j'aurais aimé le regarder chez moi en faisant des trucs à côté, et quand il y a quelqu'un qui t'impacte, tu vois, tu le regardes, mais en fait le reste du temps tu peux écouter d'une oreille. Tout voir. En fait c'est ça, je voyais pas spécialement, il y avait 2-3 plombs là où il y avait un espèce de fondu avec le mec qui voyait un peu les peints de Paris comme Van Gogh, qui était hyper émouvant, mais bon c'est le seul moment où il y a eu un petit peu de folie technique. Et après sinon ouais non, je trouvais pas ça mémorable à regarder au cinéma, je sortais assez souvent aussi du truc alors que j'aurais vraiment aimé rester dans le film. Et je trouve que la façon dont ils ont tourné les plans, j'avais l'impression qu'ils avaient des images incroyables et qu'ils avaient réussi à filmer un concept incroyable et que je ne rentrais pas dedans. Et je me suis dit, waouh, si moi je rentre pas dedans, je sais pas comment les autres font pour rentrer dedans, parce que c'est vrai que c'est quand même un sujet qui m'intéresse et j'aime le documentaire à la base, j'aime la construction. Là, le fait de pas vraiment comprendre ce que le réalisateur en fait avait construit entre lui et son documentaire, j'aimerais bien voir sa note d'intention en fait. J'ai presque l'impression qu'il avait trop de plans en fait et qu'au montage il a pas trop su comment structurer. C'est ça, moi en fait. J'avais du mal avec la dynamique, j'avais du mal à là où il voulait amener le spectateur, et je trouvais qu'il y avait tellement de potentiel dans les images, dans les portraits de ces gens-là et dans l'idée de l'assaut à la base, enfin de sur l'Adamant à la base, pardon. Voilà, même quand on a l'impression de huis clos, je me suis dit il y a une idée là-dedans.
Et en fait, on sort quand même de temps en temps du truc. Donc, même là, j'étais hyper dubitative. J'ai adoré le sujet. J'ai adoré l'idée de vraiment montrer qu'il y a un dialogue possible, que ces personnes ne sont pas invisibles, qu'il y a des gens aussi qui sont là pour elles. Et que le processus créatif, que les ateliers créatifs, ça aide. Et voilà, je trouvais le message magnifique. J'aurais rêvé voir ça, moi. J'aurais rêvé voir un documentaire là-dessus. Je trouvais ça magnifique. Il faut aller trouver Adamant, hein. C'est ce que t'as appris. Nino, tu veux conclure sur le film ? Ouais, je suis pas d'accord avec vous deux. Moi, je suis plus team Flo et Marie. Tant mieux. J'ai vraiment adoré le film. Et tu parlais du titre, en soi, c'est sur l'Adamant, c'est pas l'Adamant, donc c'est pas totalement la même chose. Bien joué. Et ouais, je suis pas d'accord avec vous parce que je trouve que la construction, elle est vraiment intelligente parce que en fait, on découvre vraiment toute l'histoire, tout le contexte et tout à travers les personnages. Vous parliez de la scène d'intro qui est superbe et c'est un peu un enchaînement de ça. Et en fait, on comprend au fur et à mesure où est-ce qu'on est, quel est ce lieu. Et en même temps, voilà, tu parlais de donner beaucoup la parole aux patients et c'est vrai que du coup à un moment on fait pas la différence en fait entre les patients et les soignants et je trouve ça assez fort du coup parce que c'est vrai que c'est très humanisant et puis moi j'avais vraiment l'impression à la fin du documentaire d'y être quoi et de pas j'avais pas l'impression d'avoir un trou et de pas comprendre certaines choses au contraire je trouvais qu'on voyait bien l'organisation. Après, il y a peut-être beaucoup d'autres aspects qui sont pas montrés, mais moi, c'est pas du tout l'impression que j'ai eue en sortant du film. J'avais l'impression d'avoir vraiment vécu ce qu'était l'Adamant un peu. Et puis aussi, ouais, pour la construction du film, au début, je sais plus qui dit, il y en a un qui dit que c'est des acteurs qui s'ignorent. Et je trouvais cette phrase hyper importante par rapport au film et le fait qu'en plus elle soit placée vers le début parce que j'y ai pensé un peu tout le temps. Et en fait, ce qui est hyper fort, c'est que j'ai l'impression limite que tous les dialogues étaient écrits, tout ce qu'ils disaient était écrit parce que c'est genre des plans où il n'y a aucune coupe et où tout ce qu'ils disent est genre un peu passionnant. La construction de leur vocabulaire et les trucs, il y a des choses qui sont dites hyper poétiques, hyper belles et puis en plus aussi au milieu du film il y a des interviews face caméra un peu plus classiques où on voit plusieurs personnages qu'on voyait depuis le début sans connaître forcément leur histoire mais qui nous expliquent là vraiment leurs troubles et tout et ça pareil j'ai trouvé ça hyper efficace parce que juste avec quelques mots, on arrivait vraiment à rentrer dans leur psyché et à comprendre dans une certaine mesure leur mode de pensée, leur mode de réflexion. Et voilà, moi j'ai trouvé vraiment ce film hyper fort et sa construction, je l'ai trouvé vraiment bien pour rentrer dans ce cadre-là qui est assez particulier. Bah écoute, merci Nino, hein, même si on n'est pas d'accord, c'est pas très grave. Bon, je vous propose qu'on dévoile quand même le classement de la semaine. C'est parti pour le top. Du coup, autour de la table, quel est votre top 1 de la semaine ? Nino, tu peux commencer. Sur la dame. Marie ? Sur l'Adamant. Suzume. Simon, ton top 1 de la semaine ? Si tu veux nous le dire, suspense. Aïe aïe aïe. Mon top 1 du coup cette semaine c'était je me rappelle plus, non je rigole, Suzume bien sûr. Ce sera Suzume pour moi aussi. Du coup à la 3e place Sur l'Adamant, en seconde place Donjons et Dragons et en première place Suzume. Cette semaine j'ai aussi eu la chance de découvrir, j'avais découvert au cinéma La Dernière Reine que je vous recommande chaudement, qui est un film d'époque avec un casting fantastique et des plans vraiment très ingénieux. Il y a aussi Chien de la Casse, on a fait l'émission la semaine dernière. Si on a fait l'émission, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un film qu'on vous recommande également. Donc foncez, de très bons films français faits dans le sud, donc c'est que du bonus. Cette
semaine. On n'a pas d'interview. Juste Margot, la dernière reine, c'est aussi algérien quand même. Oui, algérien. Respecte, parce mais que c'est même algérien. Mais c'est un projet aussi Cinémed et tout. Oui, c'est le sud. Mais c'est algérien, donc là tu vas dire que tu te réappropries tout quoi. Donc, c'est la Méditerranée. Et l'Algérie, c'est pas le sud peut-être. Oh, moi ça n'engage que tes propos. Ça dépend d'une place en réalité. La Méditerranée, c'est tout, c'est que la France du coup, c'est ça, Justine. Mais non, justement, ce que je dis. C'est le retour de la carte blanche. C'est parti. Forcément, si on parlait de doublage de cinéma d'animation, j'étais obligée de mettre ce jingle. Du coup, ce soir, on va parler d'un sujet qui fait un petit peu débat en ce moment sur Internet, sur le métier du coup de comédien de doublage, comédien d'ailleurs tout court, comme on dit en général d'ailleurs. Du coup, voilà, on va parler un petit peu des inégalités, notamment dans le cinéma d'animation. Là, on a notamment le cas de Mario, qui a fait un petit peu parler de lui, parce qu'en fait, aux États-Unis, on a misé marketing, donc gros casting, tandis qu'en France, on a réussi à imposer le fait que ce soit des comédiens et comédiennes de doublage qui fassent la VF. Et ça, c'est un combat de longue date pour les comédiens et comédiennes de doublage. Là, on a réussi. C'est pas le cas sur tous les films, malheureusement, parce que on a notamment le film Élémentaire qui sort en juin. Dans la bande-annonce, on a des VF de comédiens et comédiennes de doublage. Par contre, dans la version finale, ce sera Vincent Lacoste et Adèle Exarchopoulos. Je comprends pas. Je sais pas si c'est une vraie info. Il me semble que c'est une vraie info. Mais c'est-à-dire... Mais que là, la voix, elle aurait été faite que pour la bande-annonce et que dans le film officiel, ce sera des acteurs. Ça arrive très souvent. Ça. C'est ignoble. Voilà, s'il y en a qui veulent commencer à parler de ces actus. Moi, si je parle, je vais aller au contraire de ce que tu dis. Je sais pas si je commence tu es pour les comédiens, pour les acteurs célèbres dans les films d'animation. C'est une question difficile à répondre et je pense que c'est pour ça que peut-être Nino dit ça. Je sais pas si ça sera ton avis, mais déjà tu veux commencer quand même, c'est-à-dire tu veux quand même commencer, c'est ça? Comme vous voulez. Il l'a embrouillé, ça y est. Vous voyez maintenant, c'est ça? Non, mais vas-y, commence. Non, mais déjà qu'on s'entende bien, c'est que, je crois pas me tromper, mais ils ont genre doublé la bande-annonce, mais c'est pas genre ils ont doublé tout le film et après ils ont été virés. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Ils doublent juste la bande-annonce et puis après, quand ils doublent le film, ça arrive qu'il y a un changement. Oui, c'est ça, oui. C'est qu'ils ont juste fait la bande-annonce, moi, il y a un problème, je trouve, quand on parle de Star Talent, c'est qu'on a tendance à mettre dans le même panier les footballeurs et les acteurs. C'est vrai, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Les footballeurs sont des acteurs pour la plupart, donc ça marche. Non, mais parce que y a quand même un gouffre entre faire jouer un footballeur dans un film d'animation et faire jouer un acteur de cinéma. Après, c'est une question d'attention aussi derrière le film. On va dire que pour 75% du temps, c'est pas vraiment l'acteur qui a pour ambition de faire la VF, mais c'est juste une question marketing où on met des gros noms. Je pense à François Civil qui fait Buzz l'éclair. Je pense pas que François il se soit dit oh là j'ai trop envie de faire de la VF un jour dans ma vie. Je pense qu'on lui a proposé le projet, ça faisait un petit buzz marketing et finito pipo quoi. Bah oui, un petit buzz. Ouais. Non, peut-être c'est pour ça que j'avais pas dû commencer parce que je voulais juste nuancer un petit peu le débat par rapport à ce qu'on dit d'habitude. Mais c'est juste après c'est toujours les mêmes exemples qu'on cite, mais il y a quand même des exemples très réussis. Alain Chabat dans Shrek. Bien sûr. On a aussi Gad Elmaleh qui fait dans Moi moche et méchant. C'est quand même une voix super mémorable. Et j'avais aussi Jean Reno dans Porco Rosso. Je suis désolée, mais Porco Rosso sans Jean Reno, c'est quand même pas la même chose aussi, quoi. Oui, Franck Dubosc dans Le Monde de Nemo, il est incroyable. Bien sûr. Et j'ai oublié son nom, celui qui joue la tortue. Oui, Samina Seri. Ouais. Non mais voilà, juste je voulais, je trouve c'est un peu dommage je comprends vraiment la problématique en fait, mais qu'on se jette sur le sujet dès que c'est annoncé en disant ça sera forcément nul, alors que juste là en l'occurrence Vincent Lacoste et Adèle Exarchopoulos c'est des acteurs que j'adore et par exemple Vincent Lacoste je le vois carrément
jouer dans un film d'animation et que ça marche très bien. Donc, après, ça peut être intéressant parce qu'ils ont aussi des voix atypiques. Mais par exemple, quand tu mets un Pierre Ninet dans Toy Story, c'est tellement osef, ça aurait pu être n'importe qui aurait fait le personnage, on n'aurait pas eu quelque chose à faire en plus. Enfin, oui, ça dépend, chaque cas est tellement particulier que... Après, c'est sûr, Adèle, elle a une voix tellement atypique que ça peut être super intéressant sur un personnage enflammé, c'est clair. Marie, tu veux réagir? Je te vois qui essaie. Plusieurs choses. Première chose, il faut faire le distinguo, je trouve, entre les films qui ont un star talent, on les a tous cités, là, Alain Chabat, et les films qui ont un casting entier de star talent et où c'est insupportable. Où c'est que des références, c'est que des caméos, c'est que des machins, ça c'est insupportable, on est d'accord. Il y a des acteurs qui sont très bons pour des acteurs, je parle, qui ne sont pas comédiens de doublage de métier, qui sont assez bons pour doubler des personnages. Je reprends les mêmes exemples qu'on a cités. Il y en a qui ne sont pas bons dans cet exercice et qu'on met quand même à l'affiche parce qu'ils ont un nom. Et ça devient un problème. Notamment... Tu veux un exemple? On avait Squeezie, Cyprien Inatou qui avait mais là, fait c'est encore autre chose. C'est même pas des acteurs. Voilà. C'est encore autre chose. Ça, c'est en plus dans le cas de footballeur de Nino pour moi. Cyril Hanouna aussi. Pareil, pas acteur. Voilà. Ça, pour moi, c'est un problème. Ouais. Et je discutais de Mario avec une amie qui... La première chose qu'elle m'a dit, c'est ça fait du bien parce qu'il n'y a pas de star dans le casting vocal VF, qu'elle avait en VF. Et je pense que le public en a marre de ces films-là où il y a 1000 voix qu'on connaît. Et en fait, tu passes le film à dire « Ah, c'est la bonne machin, c'est la bonne machin, c'est la bonne machin. » C'est inintéressant au possible d'avoir ce type de projet. Voilà. Et c'est pas pour rien qu'on a des gens qui sont comédiens de doublage. C'est parce qu'en fait, ils sont rodés à l'exercice et donc c'est le métier. Et je suis pas sûre qu'un comédien de doublage de métier soit autant payé qu'un star talent, par exemple. Et ça aussi, je trouve que c'est un problème pour un exercice qui reste le même pour les deux types de personnes. Voilà. C'est clair, mais oui, c'est une question d'équilibre entre Aya Simon qui veut vraiment participer. Vas-y. Si j'ai fait chier pour avoir la caméra et tout, le micro aujourd'hui, c'est essentiellement pour cette carte blanche, puisque tu te doutes, c'est quelque chose une thématique que j'ai pas mal travaillé sur le doublage. Et je suis d'accord avec toi, hein, Nino, faut distinguer foot et tout, mais je rejoins beaucoup plus ce que dit Marie dans le sens où il y a des comédiens qui sont pas bons pour ça et surtout qui sont payés extrêmement cher. Oui, c'est vrai. On va pas balance parce qu'on n'a pas le droit avec Marie, mais il y a un film on sait des choses. Chez Eurozone qui est en train de se faire où il y a un doublage. Ils ont demandé à une actrice et elle a pris bien cher sa mère, je vous le dis. Et à mon avis, elle est pas si bonne. Et est-ce que ça va faire quelque chose de bien dans le film? Voilà. J'étais le nom, je suis à deux doigts de le dire. Mais après, est-ce que tu considères, parce que là on parle de films d'animation, mais aussi le star talent, parfois il est plus large, il est même dans les films en live action. Oui. Et moi je me souviens, par exemple, Super Noël sur l'affiche, vous voyez ce que c'est Super Noël? Bien sûr. C'est avec Tim Allen, voilà. Il était doublé par Nagui. Et genre à quel moment, c'est vrai. À quel moment, genre à qui ça s'adresse? Il y a écrit sur l'affiche avec la voix de Nagui. Mais genre les enfants, c'était dans les années 90. Ok, mais est-ce que les enfants ils s'en battent les couilles que ce soit Nagui? Et les parents, à quel moment ils se disent bah c'est Nagui qui fait la voix de Tim Allen, on va y aller, tu vois? Moi ça me fait rire maintenant en fait, c'est juste ça. Ou Koé dans Rock Academy. Mais limite c'était plus cohérent parce qu'il y avait la radio, des trucs comme ça. Ouais. Où il avait fait aussi Garfield à la place de Bill Murray, voilà. Non mais il y en a, ça ne fonctionne voilà, effectivement pas du tout. En revanche, je sais pas ce que ça va donner, et là aussi encore une fois, est-ce que c'est du star talent aussi? Le prochain Scorsese, Killers of the Flower Moon, il y a Jacques Frantz qui était du coup la VF de Robert De Niro, qui est décédé maintenant il y a quelques années, et du coup Jean-Marc Pantier qui s'occupe du doublage a choisi Pierre Arditi pour doubler Robert De Niro. Donc c'est Pierre Arditi qui va doubler Robert De Niro. Est-ce que là aussi c'est une bonne idée ou pas? Est-ce que il fallait absolument prendre quelqu'un qui est connu vocalement pour remplacer? Ça a été validé par Scorsese, voilà. Non? Ça a été validé par Scorsese. Bien sûr, il a fait bien sûr Pierre. Bien sûr, ça a été validé par Scorsese. Et du coup, voilà, là aussi c'est des questions aussi qu'on peut se poser. Moi, en tout cas, sur le star talent, il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent vraiment pas. En tout cas, en général, je préfère avoir un comédien
spécialisés dans le doublage, parce que c'est pas leur formation non plus, hein, le doublage forcément, même si maintenant il y a des formations, mais je préfère ça, et je préfère même quand il y a une cohérence. Je pense à par exemple Johnny Depp qui a fait des doublages, Bruno Choel l'a suivi sur la plupart de ces doublages là, et j'étais plutôt content là-dessus. Ou même dans Super Mario Bros, là c'est vraiment un truc de connaisseur, mais je veux dire Charlie Day qui fait Luigi en version originale, et ben il est doublé par Benoît Dupac qui le double très très souvent en VF dans ses films en live action, et je trouve que quand il y a une cohérence comme ça ici qui reste, je trouve que c'est super sympa aussi. En tout cas, c'est un métier quand même qui prend de la valeur plus les années passent. Il est beaucoup plus reconnu qu'il y a quelques années déjà, donc c'est quand même assez bien. Là, notamment le fait que Mario il a été totalement doublé par des comédiens de doublage, c'est quand même une belle étape quand même de franchir aussi. Je vous invite, si vous voulez en savoir plus, j'avais fait une interview de Brigitte Lecordier qui est une très grande doubleuse de séries d'animation et tout, il y a à peu près un an sur sa part de là, et elle parlait notamment du fait que sur TikTok, en fait maintenant le fait que tout le monde... T'avais fait un sans faute, Margot, mais t'as dit doubleuse. Le sans faute il est perdu. Non mais je rigole, il y a certains comédiens qui disent, ils en battent les couilles, ils disent aussi doubleur et doubleuse, mais normalement ça se dit moyen. C'est une faute pas faite exprès. Mais en gros elle disait que sur TikTok maintenant le métier était presque un peu rabaissé parce que tout le monde en faisait, alors qu'en vrai c'est une vraie discipline et qu'il faut pas la négliger. Voilà, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Moi j'ai juste une petite pépite pour vous régaler. Il se murmurerait que celui qui va doubler Sébastien dans La Petite Sirène, le remake live, c'est Camini, donc voilà. C'est pas vrai. C'est la première fois, vous l'aurez entendu ici dans The Cinema Show. Bon. C'est une vraie info, hein. Je sais pas une T'as acheté un froid, voilà. je crois. Moi, juste, il y avait un truc sur lequel je voulais rebondir, c'est que oui, aujourd'hui, on les voit beaucoup plus qu'avant, mais j'ai l'impression qu'il y a presque une surexploitation du concept d'utiliser leur voix pour faire des vues, notamment avec les vidéos YouTube, entre Pierre Cross, Squeezie, machin. Genre vraiment, à un moment donné, on a compris en fait que c'était des voix, des personnages qui font les doublages, mais en fait, des personnes qui faisaient des doublages, mais je trouve que ça casse le métier plus que ça ne le valorise. Mais surtout qu'on voit, très lassant, quoi. Qu'on voit toujours les mêmes. Oui, après, je sais pas s'ils sont non plus énormément en France, qu'il y a peut-être ce problème-là aussi, mais voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir participé à cette carte blanche. On va passer à l'étape cruciale de l'émission avec le quiz de Marie. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, et alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my god. What? No. Oh, vraiment. Anyway, lead on. Allons-y. Bonsoir. Bonsoir Marie. Hola. Ce soir, deux équipes s'affrontent. À ma gauche, l'équipe de Margot qui sera accompagnée de Nino. Margot, tu seras chef d'équipe. À ma droite, l'équipe de Justine. Tu seras également chef d'équipe et tu es accompagnée de Florent. Vas-y, on fait ça. Ce soir, vous vous affrontez sur un quiz dont il faut deviner le titre. Oui. Évidemment, je vous demande vos propositions, s'il vous plaît. Vas-y, je t'en prie. Si vous le voulez bien. Eh bien, c'est bien. Mais alors, Nino, qu'est-ce que tu nous dis? Blue Quiz. Très bien. Sur le quiz. C'est Blue Quiz, effectivement. En fait, à la base, je voulais faire avec Donjons et Dragons, mais il y avait un sous-titre et tout. Je me suis dit, ça va faire des embrouilles, alors je vais prendre Blue Quiz. Véro, elle nous dit carrément Kuzume. Alors là, j'ai pas mal. Je vais pas aller jusque-là, mais c'est beau. Premier point pour l'équipe de Margot. On passe à la première musique de film. Dans quel film peut-on entendre cette musique? Your Name. Tout à fait. Your Name de Makoto Shinkai. Deuxième point pour l'équipe de Margot. Ça commence très très fort. On passe au En or ou en bois. La première info étant la suivante. Keanu Reeves s'est fait opérer en secret pour pouvoir jouer dans Matrix. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Nous on a la réponse. Ah, ça peut être vrai. Oh non. En or aussi, on dit en or. Effectivement, c'est vrai. On lui a mis en gros une plaque de métal dans la nuque pour fusionner deux lombaires parce qu'il avait une sténose lombaire. Pour fusionner deux vertèbres plutôt. Et il a caché aux sœurs Wachowski parce qu'il voulait absolument jouer le rôle. Il avait peur qu'elles lui disent t'es pas apte à jouer Neo, donc il s'est fait opérer en secret et il a fait tout l'entraînement de 4 mois avec une minerve sans avoir dit que c'était fait opérer. Voilà. Incroyable. Et il a eu le rôle. Ça valait le coup en vrai. Ça valait le coup, tout à fait. Premier point pour l'équipe de Justine, 3 points pour l'équipe de Margot. Deuxième info.
D'après Ana de Armas, Aaron Taylor Johnson serait parfait pour incarner le prochain James Bond. Ouais, je crois qu'elle a dit un nom, mais je sais plus si c'est lui. J'ai vu pareil le truc passer, mais j'ai pas lu. Ah là là, l'erreur. Il faut lire les articles. Il faut lire les réponses, donc allez-y, on répond après nous. Ah quoi? C'est quoi cette règle? Sinon vous allez nous recopier. Il faut trop genre. Non, moi j'ai pas aucune idée. Franchement. On va dire que c'est en bois. En bois. D'accord. T'as dit qui, C'est en bois. Aaron Taylor Johnson. Elle disait Paul Mescal. Mais bien sûr, là c'était Paul Mescal et pas du tout Aaron Taylor Johnson. C'est juste que Aaron Taylor Johnson est pressenti pour le rôle, voilà, c'est tout. 2 points pour l'équipe de Justine, 4 points pour l'équipe de Margot. Dernière info, Matthew Perry a retiré des déclarations controversées sur Keanu Reeves de son livre. C'est ses mémoires. Là. Encore cette passion pour Keanu Reeves. Oh, c'est moi, bah oui, évidemment. Il revient tout le temps. Aucune idée. Il y a toujours des nouvelles infos sur lui. Aucune idée. Le hasard, là, pour moi. En bois. En bois. Non, c'est vrai. Je vais vous lire ce qu'il avait écrit. C'est pas le beau soir. Il semble que ce soit toujours les gens les plus talentueux qui partent en premier. Pourquoi des esprits comme River Phoenix et Heath Ledger meurent-ils alors que Keanu Reeves est toujours parmi nous? Voilà ce qu'il avait écrit. Il n'a pas assumé du tout. Simon, t'as quelque chose à dire? J'ai un truc à dire, c'est juste, il avait dit ça, il a dit parce que c'était son voisin et c'est un peu la première personne sur qui il est tombé pour dire quelque chose. C'est juste très très méchant quand même. Il a dit ça comme excuse. Ça aurait pu très bien être quelqu'un d'autre, son boulanger ou quoi. Ouais, bien sûr. C'est tombé sur Keanu Reeves. En tout cas, il l'a retiré de son livre. Il a dit effectivement, j'ai dit de la merde. Oui. Bravo. Spoiler alert, oui. Ce qui nous fait 5 points pour l'équipe de Margot. On passe au qui a dit. Je commence la citation. Attention au plus rapide. Les longs métrages se portent mal. Les séries les ont remplacés. Les gens vont... Ouais, David Lynch. Bien sûr, tout à fait. David Lynch qui en gros a un avis très précis sur pourquoi le cinéma va mal. C'est à cause des spectateurs. Voilà. Ok. C'est parce qu'on va pas assez au cinéma et on regarde trop Netflix d'après lui. Il est pas content. Merci voilà. David. Voilà, merci David. En tout cas, vous passez à 6, l'équipe de Margot. En vrai, il a un peu nuancé en disant moi aussi, j'ai découvert des films sur des petites télés, machin. Bon, c'est un peu un boomer, ouais. Exactement. On arrive à la Sherlock Holmes, qui, je le rappelle, vaut 3 points. Attention au plus rapide. Je suis accusée d'avoir porté un projet de long métrage intégralement financé par de la crypto-monnaie. Kev Adams. Ah ouais. Voilà. Qui a été accusé par Mediapart avec d'autres gens d'avoir soutenu un long métrage mystère financé par des NFT de films achetés en amont par les fans mais qui n'a finalement jamais été réalisé. Une grosse arnaque qui devait sortir en salle en 2023. 3 points pour l'équipe de Justine, vous arrivez à 5 et vous rattrapez presque l'équipe de Margot. C'est du Kev Adams quoi. Ah bah bien sûr. Kev Adams. Bah attendez, vous savez à qui vous parlez ou pas? Bien sûr. On arrive au quiz spécial et alors là, je réalise un de mes rêves puisque nous avons écrit un quiz spécial Les chats au cinéma en hommage à Suzuki. La première question, c'est le qui c'est celui-là. Donc je vous donne le personnage, vous me retrouvez le film dans lequel est ce personnage. Il peut s'avérer que ce soit un chat, hein, évidemment. Si je vous dis Figaro. Les Aristochats. Non. Figaro. Mais non, mais c'est hyper connu en plus. C'est abusé comme c'est connu. Mais oui. C'est abusé. Figaro. Alors, si je peux vous dire... Pinocchio, tout à fait. Merci. C'est le chat de Pinocchio dans l'adaptation de Disney. Il n'est pas dans toutes les adaptations, donc voilà. Mais effectivement, c'est le petit chat de Pinocchio. Vous passez à 6 et vous égalisez l'équipe de Justine. On arrive à une réplique, un film. Attention, dans quel film peut-on entendre cette réplique? Garfield. Non. Aristocha. Ok. Le chapeauté. Non et non. Looking for this. Cusco. Tout à fait. Cusco. C'est quand Isma est échangé en chat à la fin. Ça c'est c'est mythique. C'est mythique évidemment. C'est que les vieux qui ont eu Cusco de toute façon. Mais quoi, ça va pas, non. C'est un délire mais là, ça va pas non du mais tout, n'importe là. quoi. Vous passez à 7, l'équipe de Justine. On arrive au résumé raté. Bon, c'est moi qui l'ai écrit cette fois-ci, donc il sera pas aussi grandiloquent que celui de Raphaël. Voilà, je m'excuse d'avance. Le résumé étant le suivant. C'est l'histoire de deux mecs que tout oppose. Personnalité, âge, statut social, couleur de peau, tout les sépare. The Place Beyond the Pine. Non, il n'y a pas de clochard. Pourtant, c'est de leur union que naît la paix entre les mondes, entre nous et les créatures venues d'ailleurs. Oui, ça c'est sûr qu'ils leur bottent le cul, sauf quand c'est un câlin qui parle ou un espèce de grand chewing-gum sur pattes. Ah, Men in Black. Men in Black, absolument. Pourquoi? Puisque le numéro 1, il y a un chat très important, sans vouloir spoiler ceux qui n'auraient peut-être pas vu encore Men in Black aujourd'hui, j'en sais rien, ça peut arriver. Bon, il y a un chat important dans Men in Black. Ouais, apparemment, ça c'est les vieux. Voilà, Men in Black c'est les vieux, Ouais, super. Bon, en tout cas, vous passez à 8, l'équipe de Justine. On
On arrive au jeu des synonymes. Si je vous dis belle embrassade en URSS. Bon baiser de Russie. Tout à fait. Bon baiser de Russie, James Bond, dans lequel le méchant a un chat blanc, évidemment, le fameux. Blofeld. Waouh. Ouais, James Bond. Voilà, Florent, le coup de JT, vous passez à 9. Que puis-je dire d'autre? On arrive à merci, pas le Québec cette fois, mais la France. Puisque la France a donné un titre à un film qu'ils ont traduit du titre original, mais le titre original veut pas vraiment dire la même chose. Le titre original aurait dû être traduit La gratitude du chat. Je vous laisse me donner le titre français de ce film. La gratitude du chat. Non. Alors voilà. C'est un film pas du tout européen ni américain, si je peux. Le royaume des chats. Oui, le royaume des chats, tout à fait. Oh. Tu l'auras dit. Diro Yuki Morita. les chats. Voilà, le titre japonais Ah oui, on n'a pas signifie aidé. la gratitude du chat en réalité. Vous passez à 7, l'équipe de Margot. On arrive à la question sacré film. Donc chaque équipe va avoir des noms de personnages. Vous devez me dire si c'est un chat ou pas. Ouf. Et point bonus si vous avez le film dans lequel est ce chat. On commence par l'équipe de Margot Nino. Vous pouvez répondre ensemble si vous le souhaitez. Premier nom de personnage, Tempête. Ouais. C'est un nom de cheval, ça. Ah ouais, t'as peut-être raison. Bah non. Effectivement, c'est un cheval, tout à fait. Bravo. La guigne. Ouais, je dirais. Allez, vas-y. Ouais. Oui, c'est un chat. Vous savez dans quel film? Les Aristochats. C'est le chat qui tente à chaque fois. C'est le chat de Robert De Niro dans Mon beau-père et moi. Putain, Snowbell. je l'ai pas longtemps. Snowbell. Ouais. Oui, c'est les Aristochats. Ouais. Donc, déjà, vous me dites oui? Oui. Ok, pour quel film? C'est un chat, oui, effectivement. Les Aristochats. Non. J'avais vu les Mais Aristochats. vas-y, mais ils sont C'est pas le bien chat de dans Stuart Little, le chat qui parle, attendez, c'est le personnage principal C'est le vieux. presque. Il y a combien de chats dans les Aristochats? Bouloche. Non. C'est Ça fait mignon. cliché, je trouve. Ouais, non. Non. Non, c'est pas un chat. Je sais même pas si c'est un vrai personnage, c'est Raph qui a écrit les. Félicien. Ouais. Bah, il doit bien en avoir un. Allez, ouais. Dans les Aristochats. Les Aristochats. Je vais Désolée, le trouver. Vous arrivez à 11 équipes de Margot. On va la voir, on passe c'est à sûr. l'équipe de Florent et Justine. Aristochats. Si je vous dis Mystaigne. Mystaigne. Oui. 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 Tout à fait. Dans quel film? Bah, la saga Harry Potter. Mais du coup. oui. Tout à fait. Vito. Vito. Moi, ça me dit rien. Ça me fait penser à un chien. Ah. Non, dans ma tête, dis c'est un non, chien. alors. On dit non alors. Effectivement, ce n'est pas un chat. Mr. Bigglesworth. Ça me dit un truc. Ça. Ouais, je le sens bien. Ouais, on dit oui. Effectivement. Dans quel film? Aucune idée par contre. Je sais pas pourquoi pas j'ai les Big Fish en Aristochats, tête, c'est ça n'a aucun sens. Allez, Ce on n'est dit pas Big ça, Fish. mais Big Fish. C'est le chat du docteur d'enfer dans Austin Powers. Je n'avais absolument pas la ref. Astérie. Astérie. Dans Astérix. Non, s'il vous plaît. Non. Non, on dit non. Non. Non, c'est pas un chat. Lucifer. Ouais. Oui. Ouais. Ouais. Oui. Dans quel Attends, film? c'est dans quoi Lucifer Bon, là, je l'aurais pas, j'ai un trou, mais ça me dit C'est quelque le chose. chat dans Cendrillon. Ah bah Oh. oui. Donc on arrive à 11 pour l'équipe de Margot, 15 pour l'équipe de Justine. Nous passons à la pas tournée. Question 5 propositions. Lequel ou laquelle de ces acteurs et actrices n'a pas joué dans le film Cats de Tom Hooper? Selena Gomez, Judi Dench, Idris Elba, James Corden, Ian McKellen. J'ai la réponse. Toi aussi. Tu te souviens si bien de Cats? Non, ok. T'as vu Cats? Non, je l'ai Je C'est pense pas que je grave, l'ai. faut pas le voir, hein, Bon, vraiment. je dirais le... N'allez pas voir ce C'est film. terrible. Je dirais le 2. Ouais. Judi Dench pour vous? Nous on dit Selena Gomez. Effectivement, Selena Gomez n'a pas joué dans Cats, mais Taylor Swift, oui. Voilà, je pense à une autre Ah chanteuse. bah, c'est un mauvais film. Hein. Voilà, vous passez à 16, l'équipe de Justine. On arrive au casting 5 étoiles. Dans quel film peut-on retrouver ce casting? Harry Dean Stanton, Tom Skerritt, Ellen Horton, Veronica Cartwright, Ian Holm, John Hurt, Sigourney Weaver. Alien. Tout à fait, Alien de Ridley Scott, film dans lequel le chat jaune c'est le véritable 8e passager avec une rap. Vous passez à 12, équipe de Margot. Musique de film, attention, dans quel film peut-on entendre cette musique? Les Aristochats. Non. Non. Le chapeauté. Le chapeauté, tout à fait, absolument. Ah oui, bien joué. Vous passez à 17, l'équipe de Justine. On arrive au duel time. Alors Justine, tu es en tête. Tu vas pouvoir choisir entre deux thèmes. Tu as le choix entre titre félin ou famille à moustache. Titre félin?
Lequel de ces réalisateurs n'a pas réalisé un film dont le titre contient le mot chat? Emir Kusturica, Claire Denis, Cédric Clapiche, Makoto Shinkai. Lequel de ces réalisateurs n'a pas réalisé un film dont le titre contient le mot chat? Claire Denis. Claire Denis, je note. Margot, tu as donc la question famille à moustache. Laquelle de ces célèbres familles fictionnelles possède un chat? La famille Adams, la famille Madrigal, du film Encanto, la famille McAllister ou la famille Simpson? Il n'a pas de chat. Possède un chat. Ah, possède un chat. Un chat. Tu peux redire les familles? La famille Adams, la famille Madrigal, la famille McAllister, la famille Simpson. McAllister, c'est en quoi? Maman, j'ai raté l'avion. Ah Elle a pris un coup là. J'ai pris un gros coup de vieux là. Je vais dire Kenzo. Famille Madrigal. Donc un chat. Hein. Ouais. On est bien d'accord sur l'intitulé de la question. Très bien. Alors, Margot. C'était les Simpsons. Mais les Simpsons, pour moi, il fait pas partie de la famille, le chat. La famille Simpson, effectivement, a un chat qui s'appelle Boule de Neige. Boule de neige. Donc, Snowball en VO. Je suis désolée, Margot. Tu perds 4 points, je passais à 8. Justine, figure-toi que... Quand je retrouve ma feuille. Emir Kusturica a réalisé Chat Noir, Chat Blanc. Mais ça, je l'avais. Cédric Clapiche a réalisé Chacun cherche son chat. Makoto Shinkai a réalisé Elle et son chat. Camille n'a jamais réalisé de film avec le mot chat. Tu gagnes 4 points et vous arrivez à 21 et vous gagnez. Pourquoi 22? Ah, c'est moi qui m'a compté? Pour tous les cas, on est trop. Non, c'est 21. C'est toi. Vous gagnez le quiz haut la main. Bravo à vous. Merci. Long démarrage, mais quand même. Comme chaque semaine, j'ai gagné le quiz. Merci Marie. T'avais préparé ta hanche. Mais pour terminer cette émission, nous allons faire un petit tour du côté de nos derniers coups de cœur avec la partie recommandations. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Eh bien Marie, on va commencer par Oui. toi. Quelle est ta recommandation? Alors, je recommande l'exposition Camping Sauvage qui est mise en place par les éditions Microgramme. J'en avais déjà parlé en recommandation, donc c'est géré par John Lenuet. Et j'avais parlé aussi d'Aude Bertrand dans une autre recommandation, qui est une dessinatrice montpelliéraine, qui gère aussi cette exposition. Ils ont créé un livre avec une autrice qui s'appelle Julie Legrand. Ils font une exposition autour de la création de ce livre à entrée libre à Montpellier, donc c'est à côté de l'église Saint-Roch, maintenant le local. Et le vernissage est jeudi soir à 18h, donc venez nombreux, ce sera absolument super. Trop bien. Nino, tu recommandes quoi cette semaine? La grande La grande désillusion. Premier album de Benjamin Epps que je suis depuis quelques temps et qui avait déjà fait 3 EP et donc là il sort son premier album et il a vraiment des super textes, une super voix. L'album est cool même si j'ai préféré ses EP, donc je conseillerais aussi, si vous connaissez pas, d'aller écouter ses EP. Simon, il me semble que pour toi aussi c'était de la musique ce soir, est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, moi je vous recommande du coup le premier album, je sais pas si c'est son premier, mais son premier en solo, il est juste là, hop là. L'album de Thomas Bangalter qui est plus connu du coup pour le groupe Daft Punk, Mythologie. C'est de la musique classique, hein, c'est hyper dense, ça dure 1h30 tout ça, donc faut s'accrocher. Tout est pas toujours super bon, mais il y a quand même des gros et des beaux moments de bravoure. Ça m'étonne pas de façon venant de sa part, puisque déjà chez Daft Punk il y avait des choses très musicales, ou même ils avaient fait de la musique de film pour Tron l'héritage. Et donc je vous invite à y aller, même si voilà, il faut quand même s'accrocher. Ça dure 1h30 et tout, mais et puis c'est un beau contre-pied à ce qu'il avait fait auparavant du coup, puisque là c'est pas du tout de la musique électronique. Ok, merci. Et Justine, toi de ton côté, c'était quoi ta reco? Sur le même thème que sur la d'avant, moi je voulais vous recommander un docu réalisé par Adèle Floch, diffusé et dispo sur France 2, qui s'appelle Nos folies ordinaires. Et je conseille ce docu parce que mon ex est schizophrène et ses troubles psychiques se sont plus ou moins déclarés pendant qu'on était ensemble. Il a été diagnostiqué après, quand on était séparés. Et c'était important pour moi de revenir là-dessus, notamment avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'Adamant. Parce qu'en fait, j'étais à la fois très soulagée quand on m'a appris ça, pour lui, pour le fait qu'on puisse mettre des mots là-dessus et qu'il y a un suivi derrière, parce que ça existe, il y en a. Mais extrêmement perdu vis-à-vis de cette info, parce qu'en fait, il avait quand même mal. Et moi, je savais pas où me renseigner, ni quoi faire. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un énorme tabou dans la société, quand même, que c'était très compliqué d'en parler et d'en entendre parler et de savoir comment gérer
RSA. Et lui, il m'a parlé là récemment, il est rentré dans une association qui s'appelle La Maison Perchée. Et justement, ce documentaire suit 5 jeunes qui ont entre 20 et 30 ans de cet asso, La Maison Perchée. Et en fait, ça les accompagne dans leur vie, donc comment ils vivent leurs troubles psychiques, ce qui concerne quand même 3 millions de personnes en France. Et une personne sur 5 il aura à faire dans sa vie. Et donc, c'est assez intéressant de voir le suivi, de voir à quel point c'est encore un tabou et que ce que c'est réellement, c'est quand même très loin de ce qu'on pense, nous, que c'est dans la société. Voilà. Ça donne vachement envie, merci. Et Florent? Moi, ça sera le jeu Trio, qui est un jeu de Kaya Miyano et qui est illustré par Laura Michaud. Un jeu de cartes qui travaille sur la déduction, la mémoire. Je suis l'homme avec le moins de mémoire de France, un des pires gars au niveau de la mémoire. Mais le jeu est hyper addictif, on se l'approprie très vite. L'illustration est très belle, donc je vous recommande chaudement. En plus, c'est vraiment pas très cher, ça doit coûter 11 €. Voilà, un petit jeu de cartes Trio, vous pouvez foncer, c'est de la bonne. Nos recos sont super variés, ça fait plaisir à écouter. Moi de mon côté, je voulais revenir sur l'idée du doublage en promouvant la revue Synchro dans laquelle notre copain Simon donne des interviews de temps en temps. Elle continue de mettre en valeur des carrières et le métier de comédien de doublage, donc c'est un vrai plaisir qu'elle existe et que de nouveaux numéros sortent encore régulièrement. Là on en est au 9e déjà, donc voilà. Je peux te dire même qu'il y aura bientôt Bruno Choël en première page pour un prochain numéro de Synchro, et ça sera fait par mes soins. Par contre, je suis en retard là, je devrais être en train de faire la retranscription au lieu de faire cette émission. Je vais me faire tirer les oreilles. Écoute Simon, on va passer à la suite du coup. Merci du conseil. Merci encore pour vos recommandations. Mais il est maintenant temps de clôturer ce mois d'avril et cette émission. Merci encore à Marie pour le quiz, à Nino pour les news, à Simon, Yanis et pardon, j'ai pas changé le prénom. Bon bref. Adriano, merci. J'avais mis l'ancien stagiaire qui ont géré à la régie. Merci aussi aux auditeurs qui nous ont suivis ce soir. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour découvrir notre travail, participer à des jeux, à nous réécouter bien sûr sur les plateformes telles que Spotify, etc. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. La semaine prochaine, ce sera Florent aux manettes pour débattre sur Boys Afraid de Ari Aster, Misanthrope de Damian Zifron et Quand tu seras grande de Andrea Bescon et Eric Métaillé, qui sont du coup sortis aujourd'hui. Pour terminer cette soirée, quoi de mieux que de se replonger sur la piste de danse des années 80 du film Blue Jean avec le fabuleux groupe Imagination sur leur titre Music and Light. The Cinema Show, c'est tous les mercredis sur Radio Campus Montpellier et c'est encore un peu maintenant.
start living for today. Let me show you all the glamour and the gold. Secret fantasies in a showbiz world. Music, the lights, I sing and dance for you all night. Secret